un talk show dédié aux jeux de société. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, bienvenue à la Grande Messe! Ouais! Ouais! Alors ce soir, nous avons en notre compagnie David de Pro Board Game. Salut David! Salut tout le monde, salut gamer. Nous avons Steve du Temple du Meeple. J'avais oublié mon masque. Et nous avons Vincent de l'école du jeu. Allô, on est maintenant assis, fait qu'on peut enlever notre masque, comme dans les restaurants. Oh, bonsoir tout le monde et bienvenue à la Grande Messe. Alors oui, on avait nos masques, j'avais manqué ça. On leur fait-tu l'intro, non? Ok, c'est bon. Donc, je suis Simon et je serai votre animateur pour la prochaine heure. C'est la finale de la Grande Messe, épisode 4, saison 2. Sans plus attendre, plongeons dans le Ludovert. Et remarquez à quel point ce soir Steve est bien habillé. On en parlait d'ailleurs avec ma femme aujourd'hui. Avant, il y avait des standards pour passer à la télévision. Il fallait avoir une certaine élocution, un certain vocabulaire, un certain paraître. Maintenant, n'importe quel moron avec un micro peut faire une émission sur le web. Nous en sommes la preuve. Alors, la Grande Messe, un projet unique en son genre, un talk show pour les mordus de jeux de société. On célèbre le jeu sous toutes ses formes, en compagnie de collaborateurs et collaboratrices d'envergure. Bon, ce soir, c'est juste des collaborateurs, mais on a eu une belle saison avec vraiment une certaine forme de diversité, on va le dire ainsi. Pendant qu'on prépare notre saison 8, eh bien, ce soir, on poursuit ce projet pastoral auquel on rêve depuis des années, bien qu'il aura fallu une pandémie mondiale pour nous motiver à le faire. Ce soir, vous pouvez nous écouter en rediffusion, dans vos écouteurs, dans le vidéo, ou bien directement dans le chat! Si vous êtes là dans le chat, réagissez ce soir. On a peut-être un peu moins d'interaction avec vous, mais on vous lit et on est toujours content que vous soyez là, ici, là, en bas de nous, dans le chat, comme on dit. On va sans plus tarder aller avec la présentation de nos collaborateurs ce soir, des chroniqueurs qui ont travaillé très fort. On va commencer avec une petite introduction de Steve. Alors, je vais les présenter rapidement. On va faire un petit peu d'actualité ludique. On va prendre notre temps. On est pressé, mais pas trop. Alors, Steve, qu'est-ce que tu as fait de bon ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe de spécial de ton côté? Pas grand-chose, j'étais en vacances, fait des rénovations un petit peu, faire du gaming avec ma blonde, chanceux d'avoir ça. Première partie avec du monde de l'extérieur. Ça faisait-tu peur? C'était belle fun. On était tous craintifs. T'as-tu touché la main de quelqu'un par inadvertance? Hey, ça, non. Ok, c'est bon, parfait. Super, ben on se revoit tantôt pour ta chronique, Steve. On va y aller maintenant avec prof David. Salut David, ça va bien? Tu reviens de vacances, si j'ai bien compris? Yes, une petite semaine au chalet à profiter du grand air, de la nature, de la pêche, de la randonnée, du canot, donc des belles activités zen dehors. La belle vie. Évidemment, quelques board games le soir dans le chalet. Oh, ça c'est sain et frais. Alors, toujours sans stress ou avec un petit test de la COVID sous la langue? Non, ben, tu sais, on était vraiment pas beaucoup. On était une bulle familiale élargie, si on veut, pendant la semaine. Super, très cool. Oh, et c'est son ami. Les gars. Ben oui, c'est parfait, c'est live, hein. On l'avait dit, il y a pire qui est arrivé à la télé nationale. On va y aller avec maintenant Vincent de l'école du jeu qui revient lui aussi de vacances. Hey, tout le monde était parti, se relaxer, se dorer la fouine au soleil. Ah oui, moi je reviens de Rimouski, fait que là je suis pas habitué, je me touche le nez, je me touche les yeux, oh my god. Parce qu'à Rimouski, il y en a plus de cas, il y en a plus. Alors là-bas, j'ai pu voir mes amis, j'ai joué à plein de jeux de société, beaucoup de plaisir et j'ai eu l'opportunité d'aller voir JP en Beauce. Ah oui, on a passé la journée ensemble, c'est super le fun. Il m'a fait jouer à Nidavellir, la nouveauté française qui est c'est ça, tout le monde tripe bien gros. Alors, c'est ça, puis là, je reviens en force, puis cette semaine,
On continue le train-train avec l'école du jeu. Voilà. Oh yes, on a bien hâte de te revoir tout à l'heure. Alors bon, la semaine dernière, notait le dernier segment ennemi à la minute pour un petit bout de temps. Maintenant, je suis dans le positivisme et tout ça. Donc, je me permettrai de terminer la grande messe avec une réflexion sur les médias indépendants du jeu de société. On va dire ça comme ça, mais on utilisera plusieurs termes plus choquants par la suite. Et on va commencer ça sans plus tarder avec Prof Board Game. Plus de règles. Des pages pleines de règles. Ma tête pleine de règles. Je croule sous les règles. J'ai la tête qui éclate, j'ai besoin d'assistance immédiate. Certains m'appellent Charles-Xavier, mais je suis loin d'être télépathe. Je suis vraiment saturé, d'autres trouvent que j'ai pas, je suis échec et mat. Je compte plus les nuits blanches, comme une avalanche défaillante. Je suis en train de me faire ensevelir, y a plus rien pour me retenir. Je pense de plus en plus à en finir. Je me shoot aux règles. Faut vraiment que je délègue. Les chroniques du prof. Oh, qu'est-ce que le prof nous a préparé aujourd'hui? Donc aujourd'hui, ça fait un peu suite à la dernière chronique du prof dans laquelle on a regardé c'est quoi les éléments essentiels qu'on veut retrouver dans un livret d'instruction. Une fois que la lecture du livret d'instruction est terminée ou une fois que vous avez regardé mes vidéos, bien, vous êtes prêt à jouer au jeu. Mais ironiquement, lors de notre première partie, pour avoir une belle expérience de jeu, on veut pas mettre notre nez dans les règles trop souvent. Donc c'est la première fois qu'on joue au jeu, on vient de l'apprendre. Mais ironiquement, on veut pas toucher au livret de règles pour avoir notre première partie. Fantasy Flight. Voilà. Donc, c'est un beau défi pour les éditeurs. Dans le fond, il faut que les éditeurs trouvent des moyens de représenter soit des règles directement sur le plateau, des aides de jeu, ou la façon d'expliquer les cartes ou le fonctionnement des actions dans un jeu de placement d'ouvriers, par exemple. Donc, souvent, on va utiliser des représentations graphiques ou du texte carrément qu'on peut retrouver à certains endroits. Mais il faut faire attention de la manière qu'on le fait pour pas trop alourdir le plateau ou les cartes ou les différentes composantes du jeu en mettant trop de règles dessus. Fait qu'il faut trouver l'espèce d'équilibre qui va permettre aux joueurs de servir de ces illustrations-là ou de ces représentations-là pour pouvoir se rappeler les règles qu'ils viennent d'assimiler dans le livret d'instruction. Donc aujourd'hui, on va regarder quelle méthode est la plus efficace pour expliquer les règles sur les éléments d'un jeu, des cases d'action, des cartes ou des tuiles ou des plateaux directement. Puis selon moi, il y a deux grandes écoles dans ce mode de fonctionnement-là. Il y a ce qu'on appelle la vieille école, si on veut. La vieille école, je pense que c'est la plus simple et la plus évidente. Par exemple, on pourrait penser à un jeu de cartes très populaire comme Magic, par exemple. Moi, j'ai commencé à jouer à Magic en 93. J'étais quand même assez jeune. Et dans ce temps-là, les cartes étaient seulement en anglais. Et sur chaque carte, on expliquait son effet. Fait que c'était pas compliqué parce que j'ai cette carte-là. Ce qui est dessus, c'est ça qui a fait ta carte. Là, c'est la force des jeux de cartes, hein, on s'entend. Les jeux de cartes ont souvent cette facilité-là. Là. Fait que t'as pas besoin d'aller chercher dans le livret de règles, de dire qu'est-ce qu'a fait déjà cette carte-là. Ben, c'est écrit dessus. Fait que c'est vraiment simple. C'est une façon super accessible. Par contre, même si ça s'avère une méthode qui est super efficace, c'est une méthode qui peut faire peur à certains joueurs. Des fois, il y a des joueurs qui n'aiment pas d'avoir trop de texte sur leur carte ou ça peut les alourdir ou ça peut les intimider à prendre ce jeu-là. Je viens de piger ma première main de carte au début de la partie. J'ai 8 cartes dans les mains, mais là, il faut que je prenne le temps de lire l'effet de mes 8 cartes. Donc, des fois, c'est beaucoup d'informations pour certains joueurs, puis ça peut faire qu'ils vont moins embarquer dans le jeu s'ils trouvent qu'il y a trop de texte puis c'est trop lourd. Évidemment, cette méthode-là va aussi avoir la barrière de langue. Donc, si vous jouez à un jeu qui est en anglais, mais vous n'êtes pas à l'aise en anglais, puis que là, tous les effets de vos cartes sont expliqués en anglais, bien là, ça va être laborieux, puis ça va être difficile. Puis souvent, vous allez demander aux autres joueurs, bien là, qu'est-ce que ça fait, cette carte-là? Je comprends pas tel effet. Fait que c'est pas évident, puis ça fera pas une belle expérience de jeu non plus si vous avez à demander à vos cartes tout le temps aux autres joueurs. Et au niveau de l'édition, mais c'est sûr que si tu as un jeu dans lequel tes cartes expliquent leurs effets avec du texte dessus, ben là, tu vas avoir une grosse job de traduction. Donc, si ton jeu va être traduit en français, en allemand, en anglais, en espagnol, etc., ben, il va falloir que tu fasses une grosse job de traduction. Il va falloir que tu réimprimes des nouvelles cartes qui vont avoir ce texte-là dans les nouvelles langues. Donc, c'est beaucoup de travail pour pouvoir faire la traduction et évidemment des versions dans d'autres langues de ton jeu pour essayer de le vendre. Fait que c'est un peu les obstacles que vont rencontrer cette méthode-là, de mettre vraiment beaucoup de texte sur les cartes et les composantes de jeu.
Des jeux qui utilisent cette façon-là, il y en a des tonnes. Majoritairement, je dirais c'est les jeux de cartes. Donc, tantôt, j'ai cité Magic. On peut penser à Keyforge qu'il y a eu dans les dernières années. Tous les jeux de deck building, que ce soit Clank, Aeon Zen, etc. Donc, c'est des jeux où il y a quand même beaucoup d'informations qui sont sous forme de texte sur les cartes. Fait que ça a ses avantages et ses inconvénients là, selon le type de joueur que vous êtes. Sinon, la deuxième école, en fait, avant d'aller à la deuxième école, il y a comme un entre-deux entre les cartes qui ont beaucoup de texte. C'est l'usage de mots-clés. Donc, souvent, ils font ça dans les jeux de cartes. Ils vont mettre un mot-clé en caractère gras au début. Puis, évidemment, si tu connais l'effet de ce mot-clé-là, ben, tu vas connaître l'effet de la carte. Donc, c'est un peu plus rapide. Tu as une association qui se fait. Puis, même les mots-clés, des fois, même s'ils sont dans d'autres langues, tu peux les comprendre. Je pense à moi, quand j'avais 10 ans, que j'ai commencé à jouer à Magic. Je n'étais pas vraiment bon en anglais, mais en même temps, il y avait juste des cartes en anglais à cette époque-là. Donc, de connaître les mots-clés, si quelqu'un m'avait expliqué les mots-clés qu'on retrouvait à ce moment-là dans les cartes, sur les cartes Magic, ben, j'étais capable d'associer les mots-clés à des effets et à connaître ces effets-là par la suite. Fait que c'est comme une espèce d'entre-deux d'avoir juste un ou deux mots-clés sur ta carte. Et là, après ça, ben, tu connais les effets de ces mots-clés-là directement. Fait que c'est un peu une évolution, je pense, de mettre beaucoup de texte puis de transférer ça vers les mots-clés. Puis même que je me souviens que les premières séries de Magic, au début, tu avais des habiletés qui étaient écrites sur les cartes. Je peux penser, mettons, à une créature qui est flying, c'est une habilité de base à Magic. Ben, sur les premières séries, tu avais la description de l'habilité qui était en parenthèse à côté du mot-clé pour que justement les gens apprennent les effets de ces mots-clés-là. Mais l'année d'après, dans les autres séries de cartes, ben là, on mettait juste le mot-clé parce qu'on pensait que les gens avaient assimilé ce concept-là. Ah, ça, c'est Puis cool. souvent, à chaque fois qu'il introduisait un nouveau mot-clé dans la première série qu'il mettait, ben, il mettait l'effet en parenthèse pour que les gens, justement, l'apprennent tranquillement. Puis après ça, ben, il utilisait seulement le mot-clé. Fait que c'est une belle évolution, un beau compromis entre les deux. On pourrait juste penser aussi au fait que, par exemple, tous les types de cartes, des sorcery versus des instant versus des créatures, enchantment, ça aussi, c'est des mots-clés. Puis juste ce mot-clé-là fait en sorte que ça vient donner toute une autre perspective par rapport à la carte que tu joues. Là. Ouais, puis ça vient te dire, OK, cette carte-là, tu peux la jouer dans ton tour, tu peux la jouer dans le tour de l'autre si c'est un instant. Fait que ça te donne aussi des informations en utilisant des catégories de cartes ou des mots-clés. Fait que c'est vraiment un beau système d'utiliser des mots-clés. Puis encore une fois, aujourd'hui, dans un paquet de jeux de cartes, ben, souvent, on voit ça, les espèces de mots-clés qui sont en caractère gras sur la carte. Puis ça te donne les habiletés de ces cartes-là. Et je veux pas t'interrompre, désolé, dans ton envolée sur le type intermédiaire, mais est-ce que tu qualifierais Terraforming Mars dans cette catégorie-là? Donc, on a des symboles assez poussés, mais avec un texte qui va venir tout expliquer la carte. Ouais, je pense que c'est un système hybride, je pense, d'avoir fait ça comme ça là, pour Terraforming Mars. Là. Fait que c'est un beau compromis, encore une fois. Et si on s'en va dans l'autre école, ce qui est, je pense, un peu plus utilisé de nos jours dans beaucoup de jeux, c'est d'utiliser des symboles. Donc, des symboles qui vont se retrouver sur le plateau, des symboles qui vont se retrouver sur une carte, des symboles qui vont se retrouver sur le plateau des joueurs, des symboles qui se retrouvent sur des aides de jeu. Donc, le symbolisme dans les jeux. Il y a beaucoup de jeux qui ont utilisé ça, notamment les jeux de placement d'ouvriers. On ne pourra pas mettre du texte sur chaque case dans un jeu de placement d'ouvriers. Ça serait beaucoup trop lourd sur le plateau. Il y aurait du texte écrit partout. Ça serait vraiment pesant. Donc là, on a inventé du symbolisme et évidemment, chaque jeu va faire son propre système de symboles. Des fois très compréhensible, très instinctif et quelquefois très chaotique et très bizarre et dur à comprendre. Donc, le symbolisme... Race pour les galaxies. Voilà, il est reconnu pour ça. Donc, c'est un vieux jeu. Là. Maintenant, les jeux s'améliorent un peu plus quand même. Là. Je pense qu'un des gros avantages au niveau de l'édition, c'est justement que ça peut créer des jeux qui sont indépendants de la langue. Et on peut penser aux jeux de Queen's Game. Donc, Queen's Game, qui est une compagnie qui roule depuis des années, qui font d'ailleurs des petites campagnes Kickstarter pour leurs jeux. C'est des campagnes très, très petites. Ça ne ramasse pas des millions, mais c'est quand même des jeux qui sont très familiaux, qui fonctionnent très bien généralement. Donc, c'est une compagnie allemande, mais leurs jeux sont tout le temps en 4 langues, donc allemand, français, anglais et je pense en hollandais, qui est la 4e langue. Donc, dans un jeu de Queen's Game, tu vas avoir les 4 livrets d'instructions dans les 4 langues, mais toutes les composantes du jeu n'ont pas de texte, c'est seulement des symboles qui sont sur les cartes, des symboles qui sont sur le plateau, etc. Donc,
quand ils arrivent à l'impression, eux autres, ils se cassent pas la tête. Tout le plateau, c'est le même pour tout le jeu. Toutes les cartes, c'est les mêmes pour tout le jeu. Il y a juste les livrets d'instructions qui vont changer. Puis il inclut les cartes dans la boîte. Fait que t'as pas à te casser la tête. Parce que j'ai acheté la version française de ce jeu-là, la version anglaise, la version allemande. Ben, t'as les cartes dans cette boîte-là. Fait que c'est une belle force d'utiliser un système de symbolisme. C'est plus facile côté traduction, puis de faire une édition qui est disponible en plusieurs langues. Sinon. Probablement. Ouais, parce qu'ils n'ont pas à payer un traducteur, puis en plus, ben, ils ont juste à payer un traducteur pour le livret, mais ils n'ont pas à payer quelqu'un pour traduire toutes les cartes, ils n'ont pas à faire des modèles de cartes différents pour chacune des langues. Donc, c'est vraiment une grosse job d'édition de traduire un jeu. Fait que je pense que ça facilite beaucoup d'utiliser des symboles. D'ailleurs, ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir un peu des compagnies comme par exemple là, toutes les Cranio Créations puis tout ça, de faire une espèce d'universalisme au niveau des symboles, comme par exemple, puis j'ai une carte qui devient le même symbole à chaque fois selon un auteur ou selon une boîte d'édition. Ça, ce serait super intéressant. Je pense que ce serait très, très, très gagnant pour la compréhension. Là. Je pense que la série au Royaume de l'Ouest a commencé ça un peu. C'est là que je m'en allais. Justement, les gars, vous êtes des Tabourette, excusez. Garfield Game, je pense, ont poussé ce concept-là à un autre niveau. Garfield Game ont fait notamment les jeux Les Pillards de la mer du Nord, toute cette trilogie-là, puis la trilogie Royaume de l'Ouest. Donc, ils ont commencé à utiliser les mêmes symboles dans tous leurs jeux. Donc, si, exemple, tu as joué à Pillards de la mer du Nord, ben, tu sais que le symbole de point de victoire, c'est le même que dans Architecte du Royaume de l'Ouest, même si c'est pas dans la même trilogie. Et encore plus dans la même trilogie, c'est le même symbole de ressources, c'est les mêmes affaires avec tous leurs jeux, que ce soit dans une ou l'autre des trilogies. Et je trouve que ça a vraiment bien fonctionné avec les deux de la trilogie du Royaume de l'Ouest, parce que Architecte, c'est quand même un jeu de placement d'ouvriers quand même assez de base, si on veut. Là. C'est pas très complexe. Puis tu apprends beaucoup de symbolisme dans ce jeu-là. Et après ça, si tu t'en vas jouer à Paladin du Royaume de l'Ouest, qui est un jeu quand même pas mal plus complexe comparativement à Architecte, ben c'est carrément le même système de symboles. Fait que tu connais déjà tous ces symboles-là si tu as joué au premier jeu de la trilogie. Fait que tu arrives dans le deuxième qui est plus complexe, ben là, c'est beaucoup plus facile à embarquer dans le jeu puis comprendre tout. Tu comprends déjà tous les symboles qui sont sur le plateau parce que c'est les mêmes d'un jeu à l'autre. C'est vraiment une excellente idée d'avoir fait ça. Puis comme tu dis, Vincent, si plusieurs compagnies se mettaient à faire ça, d'utiliser les mêmes symboles dans chacun de leurs jeux, ça serait vraiment magnifique pour la compréhension, là, puis ça aiderait beaucoup pour les systèmes de symboles, parce qu'évidemment, les systèmes de symboles, c'est ça la difficulté, c'est qu'ils sont différents pour chaque jeu. Okay, dans tel jeu, c'est quoi le symbole pour piger une carte, dans tel autre jeu, c'est ça, dans lui, c'est quoi le symbole pour faire un point de victoire, etc. Fait que ça fait beaucoup de choses à apprendre, mais une fois qu'on connaît un système de symboles, généralement, on n'a pas besoin de se mettre le nez dans les règles. Souvent, avec un système de symboles, c'est bon d'avoir des aides de jeu, que ce soit une carte, que ce soit le verso du livret d'instruction qui résume tous les symboles. Donc ça c'est bon d'avoir ça sous la main pour justement se familiariser avec le système, puis de jouer une ou deux parties avec cette aide de jeu-là. Puis après ça, je pense que vous n'en aurez plus besoin. Oui, d'ailleurs, les aides de jeu, justement, en arrière d'un livret de règles, là, je trouve ça tellement niaiseux quand ils mettent juste un dos de suite du cover en dessin ou les crédits à cet emplacement-là. Là. J'ai eu Yokohama, justement, que toutes les étapes sont là, là. Ils devraient tous avoir ça, au moins en arrière du livret de règles. Sinon, dernier point que je voulais vous parler, c'est par rapport au symbolisme, mais c'est des jeux, en fait, qui utilisent un élément qui semble anodin, mais qu'au final, c'est une décision super réfléchie des éditeurs. C'est les jeux qui vont utiliser des symboles de couleurs, des associations de couleurs dans leurs jeux. Puis récemment, j'ai joué à 3 jeux qui utilisaient justement des associations de couleurs, mais qu'on y pense pas tout le temps au premier coup d'œil quand on apprend ce jeu-là ou qu'on y joue. Je peux penser au jeu RFI, qui est un jeu coop où on combat des monstres. Chaque monstre est associé à une couleur. Donc, par exemple, la figurine de Dracula, elle est rouge. Le symbole d'activation de Dracula, il est rouge aussi. L'événement sur les cartes de Dracula, il est rouge. Donc, la couleur rouge est associée à Dracula. Fait que déjà, juste en regardant la carte, je vois du rouge. OK, je sais que ça va être Dracula. Si je vois du bleu, je sais que c'est l'homme invisible. Donc, chaque monstre a sa couleur sur sa figurine, sur sa symbole d'activation, sur son événement. Fait que c'est une association qui est instinctive, que ça va nous aider à voir qui va s'activer, qui va jouer, etc. Je peux penser au jeu de Magnificent que j'ai joué dernièrement avec Vincent.
Yes. Donc, dans The Magnificent, on recrute des dés. Puis la couleur du dé que tu recrutes, ça va dire quelle action tu vas faire. Donc, si je prends un dé orange, ben, je vais pouvoir acheter une tuile orange ou aller déplacer le petit wagon orange. Donc, il y aura une association de couleurs avec le dé qu'on va prendre selon les actions sur le plateau. Fait que c'est instinctif d'associer ces couleurs-là avec l'action qu'on veut faire. Et un autre jeu qui le fait à merveille, c'est le jeu de Reckoners, que j'ai déjà joué avec Steve, justement. Donc, The Reckoners, c'est un jeu coop avec des dés et chaque couleur de face de dés va être associée à une action. Puis l'action de ce symbole-là est associée. En fait, la composante que tu vas influencer avec ton action est de la même couleur que la face de ton dé. Donc, si tu as le symbole bleu, ben, c'est que tu vas bouger le marqueur d'action des épiques, fait qu'ils vont être moins forts. Si tu as le symbole d'attaque qui est vert, tu vas déplacer le marqueur vert. Si tu as le symbole mauve, tu vas attaquer la piste de recherche parce que c'est le marqueur mauve. Si tu as le symbole rouge, tu vas enlever une figurine de police parce qu'ils sont rouges. Donc, c'est vraiment une belle association avec les couleurs. Puis ça fait que quand tu expliques le jeu et que tu as compris ce système de couleurs-là, c'est super facile de se rappeler qu'est-ce que les actions vont faire. Fait que c'est des petites décisions qui ont l'air des détails, mais qu'au final, ça s'avère vraiment crucial. Puis que ça a été vraiment réfléchi dans ce jeu-là. Fait que vraiment chapeau aux éditeurs qui ont pensé à ces petits détails-là. Mm-hmm. Oui, ben c'est très cool parce que j'ai l'impression quand même qu'on est au début de ce genre de méthode-là pour apprendre plus facilement les jeux. D'ailleurs, Mixed Deal est dans le chat aussi, mais elle était là la semaine dernière, Sophie, et elle nous parlait de comment faire pour que tes jeux soient joués plus souvent. C'est sûr que de connaître les règles du jeu ou de pouvoir te les remémorer facilement, c'est vraiment un plus, parce que de retourner dans un livret, c'est cool quand tu apprends le jeu, mais comme tu dis, c'est un peu moins invitant par la suite d'ouvrir le livret de règles. Tu as parlé d'Horrified, qui est pour moi un jeu, c'est un jeu quand même simple, mais toute la sémiologie autour de ce jeu-là, en fait, est juste vraiment bien pensée. J'ai trouvé que ce jeu-là, il est simple, mais il est tellement bien designé, il s'apprend tout seul pratiquement. Ça m'a vraiment marqué de ce jeu-là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur nous réserve, justement, peut-être harmoniser des systèmes de symboles, avoir des nouvelles techniques. Il y avait à un moment donné l'idée d'avoir une espèce d'application de jeu où tu pouvais comme poser une question puis ça te retournait l'endroit dans la règle où ça était. Ça n'a jamais vraiment fonctionné puis c'est un peu complexe à faire, mais il y a probablement quelque chose qui va arriver avec ça éventuellement aussi, là. Mm-hmm. Mais, en fait, moi, tout ce que tu mentionnes là, ça me fait beaucoup penser aux différents systèmes de jeu qui commencent à s'imposer là, dans le monde du jeu. Là, présentement, je suis un peu comme... Puis j'en ai parlé beaucoup. Le coin! Ouais, mais c'est exactement ça. Je veux dire, t'arrives dans un système de jeu où est-ce que les actions vont être similaires d'un jeu à l'autre, mais c'est un peu l'espèce de garniture autour qui va faire en sorte que le jeu va prendre une saveur différente. On pourrait penser aussi au jeu de Phil Eklund avec, dans le fond, ces différents jeux, là, que il y a tout le temps des phases spécifiques comme une phase événement. Après ça, il va y avoir une phase d'assignation, puis après ça, il va y avoir une phase où est-ce qu'on va rouler des dés. Ils appellent de façon différente, mais il y a tout le temps une espèce de structure autour de ces jeux-là qui est similaire. Fait que pour moi, je pense que ça, c'est quelque chose de super le fun aussi, parce que une fois que tu apprends cette dynamique-là, ce système-là, tout comme par exemple l'iconographie ou peu importe, ben ça te permet vraiment de mieux apprendre le jeu puis d'avoir accès à une panoplie de différents jeux qui utilisent le même système. Fait que si t'aimes le système, tu peux essayer toutes les autres. Tu vas en aimer davantage, tu vas en aimer d'autres un peu moins. Mais quand même, ça donne vraiment une espèce de un gros éventail de possibilités avec un bon système bien rodé puis bien huilé. Absolument. En plus, tu parles des coins, c'est encore plus marquant selon moi parce que c'est des jeux quand même d'une grande complexité. Fait que si tu devais réapprendre un jeu de cette complexité-là chaque fois, ça ferme l'entrée à plusieurs joueurs, alors que si c'est le même système, tu l'apprends une fois et là, tu es déjà prêt pour la suite. Ouais.
Ouais. David, tu as peut-être une petite conclusion pour nous. Quel est selon toi le futur là, de l'iconographie, de la sémiologie dans les jeux? Est-ce qu'on va faire venir des experts de d'autres domaines pour continuer de raffiner ça? On voit déjà le design graphique qui se raffine tellement. Est-ce qu'on va amener des sémiologues, justement? Le docteur Cléveille, qui n'est pas dans le chat aujourd'hui, mais c'est un grand fan, qui est un sémiologue, un docteur en sémiologie. Est-ce que ces gens-là pourraient aider ce futur de l'apprentissage des jeux? Mais je pense que d'aller vers une espèce d'uniformisation de certaines actions classiques ou certaines choses qu'on revoit dans un paquet de jeux, ça serait quelque chose d'intéressant. Mais je vois pas qui va être capable de faire cette uniformisation-là. Il y a tellement d'éditeurs différents, de bannières différentes qui font des jeux. Puis en plus, avec le socio-financement, il y en a encore plus. Donc, ça devient lourd de rassembler tout ce monde-là. Mais tu sais, si... Je sais pas si une boîte comme Asmodée dit OK, ben on se fait un paquet de symboles qui sont communs à tous nos jeux, ben, on s'entend que ça regroupe un paquet de jeux et un paquet d'éditeurs différents. Fait que déjà, ça serait quelque chose de grand qu'un gros éditeur réussisse à rassembler puis à mettre plein de choses en commun là-dedans. Ou même que ça vienne des auteurs à la limite. Ouais, tu sais, que tel auteur a toujours ses propres symboles ou des choses comme ça. Tu sais, Garfield Game l'ont prouvé que de reprendre les mêmes symboles d'un jeu à l'autre, ça fonctionne vraiment bien. Puis ça te permet de te familiariser avec un jeu plus complexe plus facilement. Ben, probablement avec l'apparition peut-être de plus en plus grande de franchises et de suites, de séries de jeux, c'est probablement quelque chose qui va venir naturellement aussi. Par contre, j'aime bien l'idée de l'uniformisation des symboles, peut-être même dans le monde du jeu indépendant. Tu sais, justement, on se dit les Kickstarter, puis ça, c'est peut-être eux qui pourraient le plus en bénéficier, parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès au travail d'un designer graphique, mais si tu as une série de symboles qui est connue, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Pensez-y bien à la maison, vous êtes peut-être le prochain designer de la sémiologie et de la symbolique, de l'iconographie, des empreintes et des traces que laissent les jeux. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup, encore une fois. Toujours vraiment pertinent. Apprendre des jeux, faire jouer des jeux, c'est sa spécialité, mais c'est aussi la base de propager le hobby. Si on est capable d'expliquer des jeux à des gens, c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas capable, ben, regardez les vidéos du prof, puis ça va être fait comme ça. On se lance sans plus tarder avec notre prochain intervenant, Steve du Temple du Meeple. Attention, gare à vous, ils sont pleins de surprises, des goodies, des concours, de la pub sur Facebook. Ils vous ciblent, vous connaissent et achètent vos cookies. À cause d'eux est partie votre monnaie dans les jeux. Les influenceurs vous influencent, découvrez tous leurs secrets avec Steve. Oh oh oh! Donc, là, 2 semaines, j'ai discuté un peu du travail des YouTubers, tout ce qu'ils font, comment ils font pour s'améliorer, comment bien nous influencer un peu. Là, je vais parler un peu des uns et des autres envers des influenceurs et un peu des techniques d'influence qu'ils ont. Il y a d'abord les éditeurs. Parce que des fois, les éditeurs vont faire affaire, en fait, souvent, c'est comme David, il y a souvent des éditeurs qui vont le contacter pour lui envoyer un jeu, pour faire la grosse gasse avec ça, tu sais. Mais j'ai demandé à 2 éditeurs québécois, j'ai demandé d'abord à Carl Brière de Snaps Games, qui a fait affaire un peu avec David, justement. Il a fait Crazy Tower dans la main incubation, puis le dernier, il faut sortir Quato, quelque chose de genre un peu. Là. Je pense que David, tu l'as essayé même, celle-là? Ouais, j'ai une copie en haut, moi. Ouh, il est beau! Oui, Bon, ben, il m'a donné une superbe réponse. Je vais vous le citer tel quel parce que c'est magnifique. Là. Je ne voulais pas faire trop de texte comme l'autre fois. L'autre fois, j'avais beaucoup d'informations. Il dit dans le monde ludique actuel, les sorties de jeux sont nombreuses et les canaux de communication se multiplient. De nos jours, pour attirer l'attention sur un jeu, la tâche est plus complexe qu'il y a 10 ans, même 5 ans. Il y a plus de jeux et plus de canaux de communication. Il est donc important d'évaluer ce qu'on est bon pour le jeu qui sortira, car la façon de communiquer
va être différente. Un jeu pour les joueurs ou un jeu de partie, c'est bien différent. Dans les deux cas de figure, les influenceurs sont importants. Ils aident à faire connaître le jeu. En général, je crois que chacun d'eux ont moins de traction qu'il y a quelques années, uniquement parce qu'ils sont plus nombreux. Il est donc important de travailler en collaboration avec les influenceurs, mais il ne faut pas uniquement dépendre d'eux, quand même. Il faut également une présence sur les réseaux sociaux, lors des événements et d'autres plateformes. C'est sûr que là, lors des événements, ça s'applique un petit peu moins dans notre situation. Au final, on dit rien de plus, Au final, le but, en résumé, selon lui, les influenceurs font partie un peu d'un tout à travers tout ça. Je vais résumer ça comme ça. Dans le fond, c'est une grosse job. Puis il y a aussi Joël Gagnon de Randolph que j'ai discuté, qui disait justement que c'était pas idéal quand même. C'est toujours les éditeurs et surtout les créateurs de jeux qui vont être primordiaux pour l'industrie. Mais qu'eux autres aussi, lui, il dit qu'ils sont un atout pour faire découvrir le jeu. On ne peut pas baser une stratégie que sur eux, parce que si ton jeu n'est pas de leur genre, tu es dans le trouble. Ils peuvent clairement amplifier le mouvement s'ils aiment le jeu. Ils voient ça un peu comme créer un hype un peu au travail du jeu. Il peut être apprécié, connu un peu, mais il va peut-être passer le jeu à un niveau supérieur, justement. Qu'est-ce qui va aider? C'est toujours dangereux aussi, les éditeurs, parce que c'est toujours probable d'avoir une mauvaise critique, comme Vincent nous a déjà parlé. Et comme Carl me dit, c'est bien important la manière que la critique est faite. Parce que lui, il a subi une critique de Tom Vassell sur Incubation, il n'avait pas aimé le jeu. Mais on dirait que Tom Vassell, je pense que ça dépend de ses vidéos. Des fois, il est bien constructif, des fois non. J'ai vu justement Vincent, quand il fait une mauvaise critique, il décrit pourquoi il n'aime pas ça, les côtés positifs, comme David, à chaque vidéo, oui, il parle des points positifs, mais il se fait un devoir de dire des points négatifs quand même à travers ça. C'est chacun ses goûts, il va dire aussi pourquoi un jeu, lui, il l'aime, pourquoi certaines personnes ne vont pas l'aimer. Ce sont toujours l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête, qui pas à l'abri, dans le fond, d'une critique négative. Et ensuite, les boutiques qui vont faire une association avec l'École du jeu avec l'imaginaire, Dysol avec David, Balado Ludique, c'est dans le néant un peu pour l'instant. Nous, on va en reparler tantôt, mais c'est vrai, On va en reparler, inquiétez-vous pas. La commandite, c'est la population pour toi. C'est ça. L'amour du jeu. Dans le fond, les boutiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sincèrement, l'imaginaire, moi, avant quand sortait à Saint-Bruno, je ne connaissais pas vraiment ça, autre que par les réseaux sociaux un petit peu, mais je l'ai surtout découvert à boutique, justement, avec la petite pub au début de la vidéo de l'école de jeu. Pareil pour Dysol, qui venait de s'implanter justement sur Papineau à Montréal. Je les ai connus quand ils ont fait affaire avec David. Fait que c'est faire connaître comme ça. C'est pas tant pour. Ben, c'est sûr que ça va attirer du monde si tu fais une bonne critique de Terraforming Mars, puis que tu as reçu du beau stock d'un nouveau jeu, justement, tu fais une belle critique. Mais c'est toujours pour leur rappeler que justement. T'es-tu payé pour le faire? T'es-tu payé pour le faire? On veut savoir, mets ton chèque sur la table. Finalement, il y a les joueurs, monsieur, madame, tout le monde, qu'on fait tous partie. Qu'est-ce qu'ils pensent des influenceurs? J'ai fait 2 petits sondages, là, peut-être 2-3 semaines, justement, sur Jeux de Société Québec sur Facebook. Les résultats. Oh, oh, oh! J'ai posé 2 questions simples. Et quel pourcentage de votre bibliothèque que vous avez utilisé un influenceur pour vous informer à un certain moment? Pas c'est-tu important, c'est-tu pas important dans votre décision, mais à quelle fréquence que vous l'avez au moins utilisé une fois? Aussi simple que ça. Moi, je vous dirais que c'est 95% du temps, ça fait partie du processus. C'est juste pas. Oh, ça fait partie du processus, voir l'opinion un peu de quelqu'un d'autre. On vit plusieurs jeux, voir l'opinion, mais surtout présenter le jeu. Des fois, je suis avec David, qu'est-ce qu'il est fun, il présente toutes les règles. En voyant les règles, je vois les mécaniques. Il de me dire si j'aime ça ou non. Il peut dire des points positifs, négatifs. Si lui, c'est un point négatif, mais moi, c'est un point positif.
Même chose, tu sais que Vincent, je pense justement dans sa critique d'explication pourquoi les critiques négatives c'est mauvais, il explique justement qu'il avait découvert des jeux à cause d'une critique négative parce que lui il aimait ça au point négatif. Ouais, il y avait justement de 80 à 100% du monde, il y avait 39% du monde, dans le fond 40% du monde qui utilisait ça 80% et plus du temps. Il y avait de 0 à 19, il y avait quand même un 30%. Je suis quand même étonné où c'est du monde malhonnête, là, on va se le dire entre nous autres. Mais il y avait 60% du monde qui utilisait ça plus que 50% du temps. Donc, là, après, c'est où est-ce que c'est en termes d'importance dans notre prise de décision. J'ai comparé ça avec ce qu'on voit sur les groupes Facebook, les vendeurs directement en boutique, l'info qu'on trouve sur Board Game Geek ou Trick Track ou ce que tu veux, ou les promos des éditeurs sur Internet et les influenceurs. Et c'est sorti, je dirais, 30% en premier, 15% en deuxième, 20% en troisième, 3% en quatre. Puis chaque échantillonnage est fait sur, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça, il y avait centaines de personnes qui avaient voté. Il n'y avait pas 3-4 personnes dans mon sondage quand même. Il y avait 15% qui utilisaient ça. Zéro open bar. C'est quand même 30% en première place. Je trouve ça quand même gros. Tu sais, moi, j'utilise surtout, je dirais, BGG pour justement me fonder ce que je veux. Je regarde des images, puis je m'informe. Les influenceurs, j'utilise tout le temps, mais c'est tout le temps en deuxième. Vous autres, vous utilisez ça, quel ratio vous diriez? Moi, je pense que le gros hic, c'est qu'étant donné qu'on est dans une espèce de hobby en pleine expansion, je pense que le gros problème vient de l'espèce de la méconnaissance des réseaux ludiques, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup de gens à qui je parle, qui, par exemple, vont à l'imaginaire, ou à mes voisins qui trippent super gros des jeux de société, je leur dis ouais, je fais de la critique de jeux de société, ils font comme ah ouais, c'est quoi ta chaîne YouTube? Ça fait en sorte que souvent il y a beaucoup de gens qui vont, mettons, être sur jeux de société QC par exemple, qui vont demander l'avis de monsieur, madame, tout le monde. C'est bien correct qu'ils ont le droit, mais je pense que c'est ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant de ces différents, médias ludiques qui existent. Puis au-delà de ça, ben, on va se le dire aussi, la langue est un peu une barrière. Là, je veux dire, la plupart des vidéos qu'on va trouver sur YouTube vont être en anglais. Fait que si tu parles pas anglais ou si c'est de la misère, tu écouteras pas. Puis encore moins, je trouve que sur YouTube, des fois, faut vraiment, vraiment, vraiment que tu aies un intérêt particulier pour le jeu, pour être capable d'écouter de A à Z qu'est-ce que la personne est en train de dire par rapport au jeu. Parce que, mettons, on prend les exemples de Shut Up and Sit Down, qui font des vidéos d'environ 15 à 20 minutes, qui sont super intéressants, que j'aime beaucoup regarder, mais il y a beaucoup de gens qui vont décrocher rapidement. Puis c'est tout à fait normal, parce qu'à un moment donné, tu es là, tu écoutes, puis tu sais, à un moment donné, t'es comme, OK, bon, ben regarde, j'aimerais ça que tu m'en dises un peu plus, que tu sois plus straight to the point. On a beaucoup de misère à être straight to the point, je pense, dans le monde du jeu. Fait qu'il y a comme ça aussi, je pense, qui rentre dans la balance, là, tu sais. Fait que c'est plus difficile, je pense, pour certaines personnes de trouver vraiment des gens de référence à cause de cette méconnaissance des médias ludiques, puis de notre difficulté à, comme peut-être, condenser l'information très rapidement dans une vidéo qui ne durera pas longtemps. David est quand même structuré. C'est justement, il faut trouver son influenceur qui nous ressemble ou qu'est-ce qu'on aime. Charlotte and Sit Down, j'adore comment c'est structuré. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Je regarde tes vidéos, Vincent, des fois tu pars, puis tu pars dans tous les sens, mais c'est ce que j'aime, justement, c'est ta personnalité. David, je sais à quoi m'en tenir, justement. Il va tout me dropper. Structure là, impeccable, avec sa critique à la fin, son opinion. Fait que chacun est différent, justement. Tu sais, Tom Bassel va balayer la caméra un peu partout. Il va pitcher ses pièces à la table. Ouais. Hey, ça, c'est pas correct. J'aime ça, moi. C'est drôle. Sinon, les techniques d'influence. Il y en a quand même plusieurs. J'en ai gardé quelques-unes. Il y a tout simplement un déballage d'un jeu. Je suis plus ou moins fan, mais tu sais, si on veut voir qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est efficace, ça montre ce que ça a montré, mais en même temps, je me dis que
BGG a 300 images sur le jeu. Ça fait la même affaire, mais il y en a qui font ça, des ballages critiques. Il y a des sessions de jeu, qu'il y a beaucoup de monde qui aime. Comme ça, on voit tout comment le jeu se déroule, ça présente bien le jeu. Je trouve ça long, sincèrement, pour qu'est-ce que c'est. Je suis pas un grand fan de la session de jeu. Souvent, je pense que ce qui va arriver avec la session de jeu, c'est on risque d'écouter les 5-10 premières minutes, puis laisser le 40 minutes après au vidange quasiment. Là. Mais il y en a qui vont aimer ça. Il y en a qui font souvent ça. Même JP qui en fait dernièrement, puis que le monde doit écouter. Je dis doit, parce que je vais pas trop regarder ces vidéos de Riverdale, je vous dirais. Il y a des classiques vidéo règles, comme justement David nous fait souvent, ou LP, même qui est justement dans sa chaîne qui va le faire, ou Bruno. Vincent va en faire quelques-unes, je pense, certaines affaires. Il y a sinon des vidéos 100% critiques. Ça, d'après moi, ça va attirer quand même plus de monde, mais que malheureusement, je pense que ça va tromper. T'sais, on va voir Tom Vassell qui dit qu'il n'aime pas ça. Ah ben, il n'aime pas ça, c'est pas bon, c'est un jeu pourri. Au lieu de, justement, voir les mécaniques du jeu qu'on va voir un petit peu plus avec David. Voir, moi, si j'aime ça, le placement de dés, tant mieux. C'est comme Vincent, lui, le placement d'ouvrier, il ne traite pas ça. Et déjà, les jeux, ils peuvent déjà donner. Sauf pour Boss, ça on le sait. Ouais, ben là, Boss, écoute, c'est pas la même affaire. Non, ça faudrait que je l'essaye. Justement, tu sais, des fois aussi, justement, on va présenter, on va dire, ah, c'est un placement d'ouvrier, mais il y a une petite twist. À quel point la twist est importante, c'est important qu'on en parler. Il y a les podcasts, finalement, comme l'école du jeu qui en fait, David en fait aussi. Bon, oui. T'en as une coupe, disons, derrière ta cravate. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup des podcasts? C'est quand vous parlez justement de vos jeux que vous avez joués dernièrement. Ça vous prend 20 minutes, 45 minutes, 1h30. Moi, j'aime ça. Les podcasts, qu'est-ce que j'aime? C'est justement, tu peux écouter ça en 1h30 dans ton auto, à job, en bruit de fond, ou étalé sur 5 jours. Il n'y en a pas de problème. C'est ce que j'aime, justement. Tu peux faire ça en faisant ta vaisselle, en tondant ton gazon. Il y a des spéciales souvent comme Watch It Play dernièrement, ils ont ajouté le Chaz de Dice Paradise, je pense. Il fait des Momentum, c'est les 10 derniers jeux, des jeux qui montent en classement, les Climbers qui appellent aussi dernièrement. C'est des jeux qui sont sur BGG, qui montrent de plus en plus d'intérêt. Puis on va faire ah, Colin, je connaissais pas ce jeu-là, ça va attirer le monde. Puis, le top du top, d'après moi, c'est les tops. On va le dire, David, ton top 5 que tu as fait. Oui. Ton top 10 à 1 a sûrement pas mal plus de views que ton 70 à 81. C'est sûr. C'est sûr. C'est ça, les choses qui pointent beaucoup. Des affaires pour attirer le monde à cliquer aussi. Des belles petites vignettes, des thumbnails. Le JP est un expert pour faire ça, des codes du jeu. Des belles thumbnails, effectivement. Vous ne devinerez jamais ce qui se cache dans cette boîte. Oh, les petits accrocheurs. Ça, c'est un autre point, justement. Meilleur jeu du monde. Du monde entier. Ou comme l'erreur dernièrement de Martin qui a dit qu'il était en maudit après pour son Grail, puis finalement, c'était lui qui s'était mal informé. Ça a tiré des clics, puis ça a mal viré un peu, mais c'est pas grave. Et pour finir, finalement, la présence sur les réseaux sociaux pour partager ses groupes Facebook, sur Facebook, Instagram, Twitter, name it. C'est les meilleures manières justement d'influencer. Très cool. Ben, ça nous montre un peu plus c'est quoi le travail des influenceurs, justement, à quel point c'est complexe. C'est dommage qu'on ait une autre chronique entre les deux parce que je serais allé directement. On aurait bouncé là-dessus parce que je traite exactement de ce sujet-là. Ben écoute, vas-y. Ouais, tu penses qu'on peut se permettre ça un peu? On est live, ok, on y va, boum. Mais avant de passer à toi, moi, j'aimerais juste mentionner quelque chose où est-ce que j'ai accroché un petit peu par rapport à une réponse que Carl Villard t'a donnée, où est-ce que il dit que l'histoire de pas trop dépendre des jeux, je sais pas c'était quoi l'intention derrière, mais quand moi j'entends ça, j'ai l'impression que
faut pas non plus se leurrer que le but des éditeurs, c'est pas... Oui, c'est de faire la promotion de leur jeu, mais ils ont une limitation. Puis cette limitation-là, ben c'est simple, c'est celle d'avoir accès à un large public. Le large public, en fait, tu vas le créer en faisant plusieurs jeux, en ayant une espèce de database de personnes qui vont te suivre encore et encore. Mais pour un éditeur, c'est super difficile parce que tu vas sortir quoi? Un jeu peut-être aux 4, 5, 6 mois, 1 an. Fait qu'à un moment donné, de se dire, ah ben moi je vais m'occuper de faire, la promotion, je vais m'occuper de faire ci, je vais m'occuper de faire ça, je vais m'occuper de, puis tu sais, on va mettre de côté les créateurs de contenu / influenceurs / les d'autres qui font des affaires devant leur caméra puis qui ont l'air un peu à se prendre au sérieux. J'ai pas mon nœud papillon, là. Lui c'est un vrai, là. Lui il a son nœud papillon. Ça c'est un professionnel. C'est un professionnel. Là. Pas lourd. C'est juste que moi, je trouve que de dire on peut pas trop dépendre d'eux, ben malheureusement, c'est comme une réalité qu'il faut être capable d'accepter. Oui, les éditeurs... Nous sommes des rapaces! Non, mais ils dépendent du média ludique, ils dépendent de ça, parce que, je m'excuse, mais tu sais, si Tom Vassal fait pas une critique d'un jeu, ben théoriquement et en pratique, il va avoir énormément de copies qui ne seront pas vendues. Puis si on doit pas tant dépendre de ça, pourquoi est-ce que d'abord on envoie toutes les compagnies d'édition envoient tout un jeu à Dice Tower? Moi, c'est ça que je comprends pas. Tu me dis que tu veux pas dépendre de nous autres, mais t'en envoies à des grosses chaînes. OK, mais dans le fond, tu dépends de nous autres indirectement. C'est pas contre Carl Brière que je dis ça, là, c'est vraiment pas ça. C'est juste que faut un moment donné qu'on switch, on change la manière de penser, de voir les choses. Je disais la même chose, en fait, même. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais c'est parce que, tu sais, c'est une mentalité qui est ancrée chez dans la communauté francophone du jeu de société. Aux États-Unis, là, il n'y a même pas une question à se poser. Ils envoient une tonne d'écart de proto, ils envoient une tonne d'écart de copies à plein de médias ludiques. Il n'y a aucune question là-dessus. Ça n'a même pas rapport. On se pose même pas la question. Ici, on est en train de se dire, ouais, tu sais, si je t'envoie une copie qui m'a coûté 15$ à produire, il faut absolument que tu fasses un vidéo dessus. Hey, attends un peu, là, man. Tu veux une vidéo tu veux une vidéo pour 15$. Fait que mon travail vaut 15$, c'est ça que tu es en train de me dire. Puis au-delà de ça, tu veux que je dise des belles choses sur ton jeu, point barre. Mais là, tu es un peu en train de te tirer dans le pied. Il faut aussi être capable de concevoir que ça se peut que j'aime pas, mais en même temps, tu as une vidéo, tu as de la promotion indirecte. Parlons-en bien, parlons-en mal, mais parlons-en point barre. C'est comme la critique, justement, des films. C'est comme dire, moi, j'invite aucune critique à mon film. C'est impensable. Il y en a une première médiatique faite pour ça. Selon moi, The Board Game, c'est un peu le même principe. Je pense qu'on a un handicap, la communauté francophone. C'est un bon et un mauvais côté parce que on a Trick Track qui est là. Puis qui est là depuis tellement longtemps. Puis que, tu sais, c'est comme la référence. Puis c'est ça qui roule, puis on dirait que tout le reste, c'est vu vraiment comme des amateurs. On n'a pas la crédibilité de Trick Track, puis je prétends pas l'avoir non plus, puis je l'atteindrai peut-être jamais, puis c'est pas grave, c'est pas ça mon but non plus. Mon but, c'est pas nécessairement de vivre de ma chaîne YouTube, comparativement à eux autres, que c'était ça le point de départ de créer cette compagnie-là. Mais on dirait que Trick Track prend tellement de place que le reste, on dirait qu'on est tellement rabaissé, puis on n'est pas pris au sérieux. On n'a pas le sérieux qu'on devrait avoir. Ouais, mais en même temps, Trick Track, on s'entend dessus, là. Je veux dire, oui, OK, ils sont francophones, nous, ça fait des années qu'ils sont là. Mais moi, je connais plein de monde qui disent, moi, j'écoute pas Trick Track. Moi, je veux dire, moi, j'écoute pas Trick Track. Moi, je vais écouter David. Moi, je vais écouter l'école du jeu. Moi, je vais écouter telle affaire. Je veux dire, Trick Track n'est pas tu sais, oui, c'est un gros, mais c'est pas la référence, puis the thing à atteindre, là, je veux dire, c'est un média... Les compagnies vont quand même payer 800€ pour aller faire expliquer leur jeu là-bas, puis moi, ils me l'envoient gratuit, tu sais. Il y a une différence entre les deux, là. Oui, parce qu'ils ont cette notoriété-là, puis... C'est ça.
ils ont une notoriété, ben oui, mais en même temps, est-ce que Trick Track va vraiment plus vendre? Oui, à cause qu'ils ont un plus grand range, ils ont un plus grand, un public plus large, parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont là. Mais en même temps, écoute, si tu veux payer 800 € pour faire ça, c'est un choix à un moment donné. C'est toi qui fais le choix de payer 800 € plutôt que d'envoyer pour t'envoies 30 copies à 30 différentes chaînes YouTube qui vont en parler. C'est là aussi la question. On parle beaucoup de Trick Track, mais ils vont faire une vidéo, puis après ça, ils passent à d'autres choses. Si tu as 30 chaînes YouTube, ou 30 YouTubers, ou 30 personnes dans le milieu ludique qui parlent d'un jeu, puis qui vont comme faire jaser de ce jeu-là, qu'est-ce qui va vendre le plus? C'est à se poser la question quand même. C'est une bonne question. Ça va pas coûter 800 €. C'est une bonne question, effectivement. Non, mais ça va te coûter 30 jeux contre 1. Mais je te dis pas que je défends ça parce que je pense effectivement qu'il y a une mentalité à changer là-dedans. D'ailleurs, on n'a même pas mentionné le nom pour moi qui est le plus important en ce moment dans ce monde-là. Je sais pas si c'est tabou d'en parler, mais moi j'ai aucun problème. C'est Etugame. Pour moi, Etugame sont ce qui est pas mal le plus proche d'une grosse machine dans le réseau québécois. D'ailleurs, ils sont très bien implantés dans le niveau français. Ils font bien, ils font très bien et ils arrivent à en tirer, je pense pas qu'ils vivent de ça, bien entendu, mais ils arrivent à en tirer une certaine notoriété, un certain revenu aussi. Il y a d'autres façons à un certain point d'aller chercher du revenu en tant qu'influenceur, créateur de contenu. Mais c'est tout un gros débat qu'il faut questionner. Et pour moi, il y a une question de terme là-dedans. Il y a une question de... Il y a un côté bizarre. Puis tout ça part de l'article de Gus & Co. Gus & Co. D'ailleurs, Vincent, toi, je pense que tu l'avais très bien vu, cet article-là, où il parlait d'un éditeur qui disait « Je t'envoie plus de jeux parce que t'as fait une mauvaise critique de mon jeu ou parce que t'en as pas parlé. » Donc, l'obligation de produire du contenu. Combien de temps tu passes sur une vidéo? Combien de temps vous passez sur une vidéo en général? Je le sais même pas, mais je peux imaginer facilement vous passer, on va dire 5 heures. Mais on va dire que c'est plus comme, mettons, 10 heures. Puis on va dire que c'est plutôt 20 heures. Mais on va s'entendre sur un chiffre rond et simple pour les gens à la maison, 5 heures de travail pour une vidéo. Ce qui est encore là vraiment loin de la réalité. T'sais. Après une vidéo de 20 minutes. Une vidéo de 20 minutes. Une vidéo de 20 minutes. Ça fait combien de temps, David? C'était long. Ben, tu sais, mettons, je peux donner un exemple concret. Là. Avant, sur la chaîne, je faisais beaucoup des vidéos un peu à la manière de Shut Up and Sit Down. Là, mais mettons, là, une des vidéos qui m'a pris le plus de temps, ça a été l'île au trésor que j'ai faite. Et ça m'a pris probablement 25 heures. Filmé. Ça m'étonne pas. Et monté. Ça paraît pas, mais c'était beaucoup de travail. Une autre qui m'a pris énormément de temps, c'est une petite chronique là, de rien du tout. Là. Puis ça, Jeff Savoie, je veux que tu le saches. Si quelqu'un peut parler à Jeff Savoie puis dire que je parle de toi puis du délirium, là, si quelqu'un peut prendre comme un petit bout de ça, là, Jeff Savoie, je parle de toi. Là. Un clip. Jeff Savoie, les deux vidéos que j'ai produites du délirium ludique, la première édition, là, ensemble, ça m'a pris environ 40 heures et c'est pas une joke. Ça m'a pris 40 heures de montage. Les deux vidéos. Puis c'est des petites vidéos de 5 minutes et de 7 minutes. Fait que, c'est ça. C'est bon, on va clipper ça. Comme ça, on va pouvoir y envoyer. Puis le but, c'est pas nécessairement d'aller chercher de l'argent de ça. Ça reste que je pense que c'est pas ça le but. Je vais aller rapidement. On continue la conversation, mais peut-être que le flow de la prochaine chronique va amener ça. Pour moi, le terme est tellement important. Et là, JP Doyon était dans le chat tantôt. Je sais pas s'il est encore là, mais on part de influenceurs, créateurs de contenu. Et on est des mots, hein, les humains, on est des mots. Et comment est-ce qu'on va se définir? Comment est-ce que Trick Track se définit d'un côté? Comment est-ce que l'école du jeu se définit de l'autre? Le temple etc. Comment est-ce que tout le monde se définit? Va tellement être important. Et au début, je voulais vraiment juste me lancer là-dedans pour prouver à JP Doyon que c'était un influenceur. Je voulais juste le faire chier, dans le fond, et lui prouver ça. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment plus complexe comme question et comme réflexion à avoir parce que ce qu'on fait, c'est pas révolutionnaire, il y a des gens qui le font depuis des années, mais diffuser du contenu de façon indépendante sur Internet, on est des médias indépendants, ça demande un tellement large spectre de connaissances, d'aptitudes et tout ça.
Et dans le fond, mon but, c'était pratiquement de dresser la liste de qu'est-ce que ça demande et comment est-ce que chaque terme pourrait avoir son propre nom. Bien entendu, en commençant par le fameux influenceur. Mais c'est quoi un influenceur? Pourquoi est-ce que c'est si mal vu? Est-ce que c'est si mal vu? En fait, je ne vais pas aller en détail parce que Steve vient de nous faire 2 très belles chroniques qui expliquent ça à 100%. Mais au final, c'est une personne qui influence l'opinion, la consommation de son audience via ses réseaux sociaux. Mettons, on va le simplifier comme ça. Tu sais, Balado Ludique, nous, on est vraiment petits par rapport à la plupart des gens qui sont aujourd'hui avec nous, mais tellement de gens m'ont quand même dit « J'ai acheté ce jeu-là grâce à toi. J'ai acheté ce jeu-là. » C'est probablement le commentaire qu'on a reçu le plus souvent. Et tu sais, en grandissant, tu te rends compte qu'il y a des gens dans une convention, quelqu'un que tu n'as jamais vu qui dit « Hey, j'ai acheté ce jeu-là grâce à toi. » Puis là, tu es comme « Oh, ok. » Fait faut quand même que qu'est-ce que je dise, j'y réfléchisse un peu. Si je dis à quelqu'un, hey, un éditeur m'a envoyé ce jeu-là, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, hey, ouais, ce jeu-là, c'est vraiment cool. Nan. Finalement, je pense que c'est un jeu correct, puis là, que des gens l'achètent à cause de ça, ben, c'est moi qui perds ma crédibilité. Donc, ça, c'est important de toujours garder cette idée-là en tête quand on commence à faire du contenu. Il y a des gens qui le regardent. Oui, il n'y en a peut-être pas nécessairement des tonnes, mais il y a des gens qui vont se baser là-dessus. Tout simplement parce que la force des choses fait que c'est sur Internet, des gens vont le trouver, des gens vont le consulter. Steve nous l'a prouvé que la plupart des gens vont baser leur processus d'achat à un certain point sur les paroles d'un influenceur qu'ils auront entendu en ligne. Et là, on est tellement pas loin. Oui, hey, je peux-tu faire une parenthèse vas-y. Jeff Engelstein, qui est un ludologue par excellence aux États-Unis. Oui, un spécialiste. Ouais, exactement. Lui, il disait en fait que une critique vidéo puis que quelqu'un qui parle devant une caméra vaut environ le poids de 100 commentaires différents à l'écrit. Je dis ça comme ça. Très bonne parenthèse là-dessus, puis je peux comprendre. Oh, alors nous semblons... on a un petit problème de live. Inquiétez-vous pas, dans le chat, on revient très bientôt. Hey, ça a planté légèrement. Discord fait ça des fois. Est-ce qu'on est de retour? Est-ce que tout semble sous contrôle? On est dans le display différent. Parfait. Hey, tout est bon. OK. Donc, désolé pour ça. On reprend l'heure de la quête. Oh, hey, c'est fini. Ça fait-tu 1 heure? Ça fait 1 heure. Hein? Shit, on a dépassé le temps. Donc, l'influenceur, habituellement, va faire ce travail-là de promotion marketing en échange des produits qu'il reçoit ou de l'argent. Donc, c'est comme... L'influenceur doit avoir un certain statut, un certain standing social pour atteindre ce niveau-là. On est tellement pas loin du travail de publicitaire. Donc, des gens qui font de la publicité. On est vraiment pas loin, sauf que l'entente en chaud dans le monde du jeu, en plus, elle est tellement pas claire. On s'entend que la vraie job d'influenceur, puis là, on va prendre, mettons, des domaines plus connus comme la mode et tout ça. Je t'envoie ce maillot de bain. Et je te donne 1000$. Je veux 4 photos de ce maillot avec tel hashtag, les liens vers notre marque. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être même beaucoup plus. Ou tu sais, on donne des billets d'avion pour aller à telle place. On veut que tu fasses 3-4 vidéos. Et c'est très détaillé, très précis. Et pour moi, il n'y a aucun problème à ça tant que c'est assumé. Et au final, tout ce point-là va vraiment se résumer à quel point est-ce que c'est transparent quand on consomme le travail de quelqu'un qui a fait des vidéos en ligne ou des podcasts ou peu importe d'un blog, à quel point c'est transparent. L'influenceur, c'est pas toujours clair qu'est-ce qui s'est passé derrière, justement. Est-ce que la personne a été payée? Est-ce qu'elle a été payée en produits? Tu sais, c'est pas clair. Mais on est très près du travail du publicitaire, donc la personne qui fait de la pub et qui met des produits en marché. Mais encore là, ça demanderait à être clarifié. Si vous vous présentez à un commanditaire, à un éditeur, à un distributeur, moi, j'ai tendance à croire que le plus clair l'entente va être avec la personne, le plus vous allez pouvoir aller chercher. Et tout ça, il y a aussi une stratégie derrière, c'est mercantile. Et on va y venir un peu plus tard. Mais je voudrais tout de suite passer à la forme la plus évoluée, l'élitisme de cette influence, le ou la créatrice de contenu. Un truc qui veut vraiment pas dire grand-chose à part qui veut tout dire en même temps. La personne crée du contenu.
J'ai vu beaucoup de gens qui se revendiquent ce titre-là en ligne, et la plupart des choses que j'ai lues là-dessus se terminaient toujours de la même manière. Tu crées du contenu, tu crées du contenu, tu crées du contenu, jusqu'au point où ton contenu est assez populaire et assez vu pour que tu puisses devenir un influenceur. Donc, le créateur de contenu n'est qu'une sous-version de l'influenceur. Par contre, on va dire l'influenceur souvent ne va pas créer de contenu, ne va pas mettre nécessairement l'effort, quoique ça peut être là aussi. Donc, c'est vraiment le créateur de contenu et l'influenceur qui n'a pas d'influence. Donc, on va s'entendre là-dessus. Par contre, et là, on tombe dans tout un autre pan qui est les médias indépendants. C'est un autre terme qu'on va entendre, les médias indépendants, les gens qui traitent de l'actualité ludique. On se rapproche beaucoup plus du travail de journaliste. Et c'est là que ça commence à découler. Et là, moi, j'étais en vacances en fin de semaine, puis je me disais, je vais écrire mon petit truc en fin de semaine. Je commençais à dénouer les ficelles, à tirer sur la corde pour essayer de trouver justement toutes les aptitudes qui sont englobées dans ce qu'on fait. Et là, tu tombes dans le journaliste, rapporter des nouvelles, être un reporter sur le terrain, couvrir des événements, l'objectivité de presse, la non-objectivité de presse, tu tombes dans les chroniqueurs culturels, donc les gens qui... Et là, on revient encore à ça, les chroniqueurs culturels. Les chroniqueurs culturels, c'est comme des influenceurs, en fait. Les éditeurs, les distributeurs envoient des copies aux radios, aux télés, à Salut Bonjour et tout ça, et ça revient dans la même boucle que l'influenceur qui va recevoir ça, mais on est dans une situation inversée parce que le poids de la télé, le poids d'avoir son émission à Salut Bonjour, pas son émission, son jeu présenté à Salut Bonjour est tellement plus grand que de se retrouver sur YouTube ou sur une chaîne qui a 1000 vues. C'est quand même vraiment respectable, mais on va aller chercher un public qui est totalement différent. Et là, on est dans le journalisme, on est dans tout ça, on rentre dans la critique. Le critique, on l'a dit tantôt, au cinéma, il y a des critiques depuis toujours. Les salles de spectacle envoient des billets aux critiques, envoient des billets aux radios. Et les critiques viennent, critiquent la pièce, font du contenu avec ça, et c'est quelque chose qui est vraiment connu. D'ailleurs, à une certaine époque, avant tout l'Internet et tout ça, quand on voulait savoir si un film était bon, on regardait ce que les critiques disaient. Je suis sûr que vous vous souvenez de ça. Ça arrive des fois encore un peu, mais les critiques de films, c'était quelque chose de bien connu. Par contre, et là, ça, c'est quelque chose que, dans le domaine du jeu de société, parce qu'au Québec, c'est tellement petit, tellement un domaine qui est co-sanguin, sans que ça soit nécessairement péjoratif de le faire, mais souvent, les gens qui vont t'envoyer les jeux sont des amis. Donc là, déjà, ça crée une espèce de situation un peu bizarre qui est comme, ton nouveau jeu, toi, t'es mon ami, on joue ensemble, on se voit dans des conventions, on s'amuse bien, mais ton nouveau jeu, je l'aime pas tant, puis moi, je suis créateur de contenu, fait que je vais dire sur ma chaîne que ton jeu, il était pas si bon. Là, ça devient déjà bizarre, mais si on se fie au domaine culturel, du cinéma, de la musique, tout ça, c'est pas nécessairement le producteur qui envoie des billets aux critiques. Donc là, nous, on se retrouve comme avec qu'on n'a pas l'intermédiaire entre les deux. On peut imaginer, c'est la salle de spectacle, organise un spectacle, invite des journalistes et fait la diffusion du film. Nous, c'est vraiment le créateur du jeu qui te l'envoie et qui te dit « Hey, tiens, review ça ». Déjà, si c'était les boutiques qui l'envoyaient, je sais que certains, c'est les boutiques d'ailleurs, et j'ai l'impression que les partenariats avec les boutiques sont beaucoup plus flexibles dans la façon dont on va approcher le contenu. C'est sûr que les boutiques ne veulent pas nécessairement que leur jeu se fasse trasher non plus, mais j'ai l'impression que peut-être il y aurait peut-être une plus grande ouverture et un malaise qui est moins grand à critiquer un jeu qui t'a été fourni par une boutique que par un éditeur qui t'a envoyé le jeu gentiment, parce que c'est un domaine gentil, le domaine du jeu. Sinon, ce que je remarque, c'est l'autre approche, c'est que les éditeurs vont envoyer des jeux pour les faire critiquer. Au lieu de dire que t'as pas aimé le jeu puis de faire une vidéo dessus, tu vas juste rien dire. Donc, tu gardes le silence. Ce jeu, je l'ai pas aimé. Au lieu de dire que je l'ai pas aimé, je vais rien dire. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. En fait, c'est une question qu'il va falloir se poser plus tard. Et là, on est dans la grosse réflexion sur les influenceurs, les créateurs de contenu, mais je vais juste vous mentionner quelques termes dans le domaine de la création vidéo, radiophonique, dans le domaine de la presse, qu'on peut retrouver et que les gens ici, les chroniqueurs, chroniqueuses aujourd'hui font au quotidien pour leur chaîne et tous les gens, tous les créateurs de contenu, les influenceurs québécois, à quel point ça demande beaucoup de variété dans son arc à flèche, on va dire ça ici.
éditorialistes. La plupart doivent éditer du contenu, doivent choisir qu'est-ce qu'on met pas. Déjà très difficile. Animateurs, animatrices d'émissions. Alors, doivent animer, doivent connecter avec la foule, doivent créer un espèce de sentiment avec leurs invités, interviewer des gens, tout ça, donc animer. Rédiger du contenu. Tout le monde qui est ici en rédige du contenu. Donc ça, c'est un autre skill que ça prend. Être réalisateur. Réalisateur au sens de je réalise cette émission, je dois choisir mes plans de caméra, je dois décider du montage, des choix éditoriaux, on revient un peu là-dedans, mais qui demandent quand même une certaine réflexion et qui n'est pas donnée à tous de faire. Finalement, producteur. Donc producteur, c'est la personne qui met le cash et qui en fait. Donc en fait, dans la plupart des gens, on fait juste en mettre du cash. Mais tu dois décider, est-ce que tu investis ton argent ici? Est-ce que tu achètes du matériel? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser aussi. Et là, on arrive dans tout le range des techniciens, caméramans, éclairagistes, preneurs de son, monteurs, qui sont des aptitudes réelles et on va dire, mettons, pratiquement informatiques, techniques, qui demandent des heures et des heures à maîtriser. La plupart du temps, dans les domaines comme les influenceurs et tout ça, c'est des one-man shows ou des three-man shows, mais quand même, c'est très peu de gens qui font tout ce travail pour finalement en arriver au fait que c'est des petites entreprises. Et ces petites entreprises, moi j'aime bien l'idée de chialer pour avoir plus, mais j'aime encore plus l'idée de, on va dire, l'empowerment, la prise en main de sa petite entreprise. Tout ça pour tout ce long préambule et cette longue réflexion qui n'est pas claire. Habituellement, j'écris des textes que je lis, tout ça. Là, j'avais plus une réflexion sur la chose. C'est en fait notre responsabilité, votre responsabilité, la responsabilité des médias indépendants, qui est pour moi le meilleur terme maintenant quand j'y pense, les médias indépendants, parce que ça représente du jeu de société, ça représente et ça inclut tous les autres types de gens. Fait un jour t'es caméraman, le lendemain t'es technicien, l'autre jour t'es monteur, après ça t'es créateur de contenu sur le Facebook pour faire ton marketing, t'es un peu tout à la fois, mais le plus clairement ta petite entreprise va être définie, le plus clairement, tu vas pouvoir bien la gérer. Et bien la gérer, on s'entend qu'il n'y a personne qui s'entend, qui a comme objectif de vivre de ça. Mais déjà, juste d'avoir, de payer les dépenses et de pouvoir continuer de le faire, c'est vraiment encourageant. Balado ludique, on a des très faibles revenus, mais on vous remercie ceux qui font des donations d'ailleurs. Mais on a réussi cette année à payer notre serveur de podcast. Donc ça, c'est déjà vraiment cool. C'était plus de 200$ par année pour héberger nos podcasts. Ben, maintenant, on le paye grâce aux dons de nos Patreons. D'ailleurs, dans le chat, une petite pub, on n'a pas le choix de vous mettre ça, bien entendu. On doit gérer notre petite entreprise comme on peut. Alors, Patreon, 2$ par mois, tout est inclus là-dedans. Mais... vidéo de jeudi, de vendredi. Ouais, on fait une vidéo exclusive chaque semaine et il se passe plein d'affaires vraiment wild là-dedans. Mais tout ça pour revenir au fait que moi, je prône le plus possible la transparence de ces médias indépendants. Quand je regarde quelqu'un reviewer un jeu, j'aimerais bien savoir s'il a été payé ou non pour le faire. S'il a reçu la copie gratuitement pour le faire ou si il a été au magasin l'acheter. Ou si une boutique lui a donné. Je comprends que certaines personnes ne voudraient pas révéler cette information-là. Mais pour moi, ça rend ça encore plus transparent, ça ouvre les portes, et ça veut pas dire qu'à cause que tu as été payé pour le faire, que ta critique vaut moins cher. En fait, peut-être même qu'elle vaut plus cher si tu as été payé pour le faire. Si je sais que tu as été payé pour le faire, ben j'en conclus que t'as un niveau de professionnalisme et t'as une crowd qui est assez grande pour que tu sois payé pour le faire. Mais j'ai aussi un autre, c'est le revers, où là je me dis, ah ben là il est payé pour le faire. Mais la question c'est, est-ce que t'es payé pour reviewer ce jeu ou t'es payé pour reviewer des jeux? Et ça, c'est ça encore là, la transparence qui va nous apporter ça. Le fait de comprendre un peu comment chacun fonctionne. Et tu sais, tu disais, Vincent, d'envoyer 30 copies aux 30 créateurs de contenu québécois, ça coûte tellement pas si cher et ça fait que ta vidéo, elle est parlée partout. Ton jeu est parlé partout. Oui, c'est vrai. Peut-être aussi que c'est la responsabilité des créateurs de contenu, des médias indépendants, d'organiser ce réseau-là, parce que peut-être que dans le fond, il ne peut pas envoyer 30 copies, peut-être qu'il peut en envoyer juste 10. Mais s'il en envoie 10 à des points de chute particuliers, qu'on peut se les échanger entre nous, ben ça permet aussi de valoriser le jeu québécois, d'aider les éditeurs québécois à être plus vus. On a une particularité, 2% de francophones en Amérique du Nord. 2% de francophones en Amérique du Nord, mais le Québec est tellement
fort dans la diffusion et la création de contenu culturel qu'on le ressent partout, en fait. Il y a tellement de gens qui le font et qui le font bien. Je pense pas qu'il y a de compétition en ce moment entre les différents médias indépendants du jeu. Mais plus cette collaboration va être grande, plus ça va donner des belles choses. Habituellement, c'était la fin de la Grande Messe saison 2. Puis là, j'étais comme, la Grande Messe se veut un projet rassembleur qui inclut les différents médias indépendants du jeu au Québec. Donc, c'était quand même tout bien intégré. Puis on disait, la musique, hein, on fait un raid, ciao tout le monde. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je sais pas si vous voulez réagir. Je m'attendais à me faire interrompre un peu plus, mais c'est pas arrivé. Donc, je sais pas s'il y avait des gens qui voulaient réagir là-dessus. T'étais sur une lancée, on voulait pas t'interrompre. Mais je pense que la grosse différence, tu l'as dit tantôt, là, entre le critique de cinéma ou le critique littéraire, c'est que lui, il est payé pour être un critique. Nous, les influenceurs, les créateurs de contenu, appelez-nous comme vous voulez, mais on est des amateurs, mais on est des passionnés. On fait ça par passion, pour partager cette passion-là, premièrement. Je pense que c'est comme ça qu'on a parti nos projets. Puis encore aujourd'hui, j'ai pas la prétention de pouvoir vivre de ma chaîne YouTube et loin de là, même si je génère un certain revenu, mais la plupart c'est du socio-financement, comme vous autres avec un Patreon. Même Dice Tower qu'on dit qu'ils sont vraiment big puis qu'ils sont au top. Mais Dice Tower, ils vivent parce qu'ils font un Kickstarter à chaque année puis qu'ils ramassent 200 000 $300 000 puis que ça paye leur salaire. Ils s'autofinancent avec un Kickstarter. Ils n'ont pas un salaire. Il n'y a personne qui les paye pour faire ça. C'est les fans qui les payent. C'est fou, là. Ouais, ben ça, c'est vraiment un beau point, là. C'est une époque complètement différente où, justement, ton revenu, tu vas pas nécessairement aller le tirer des éditeurs ou des distributeurs qui vont te payer pour faire des reviews de leurs jeux. Mais tu vas aller chercher ta communauté qui valorise ton opinion. Et c'est pour ça que ton opinion est tellement importante que faire attention à comment tu critiques. Mais toi, David, d'ailleurs, tu avais déjà mentionné comment tu gères ça. Mettons, quelqu'un t'envoie un mauvais jeu. Est-ce que tu vas faire un review ou tu vas juste pas en parler? Puis... Tantôt, tu disais que faire une vidéo, ça demande beaucoup d'heures de travail. Ça peut me prendre 10, 12, 15 heures faire une vidéo. Enfin, que ça sur un mauvais jeu, c'est un peu triste. Hein? Qui sont quand même longues. Mettons que je reçois 10 jeux dans le mois. J'en présente peut-être 5 dans le mois. 5-6 sur les 10. C'est sûr que le jeu que j'ai moins trippé, je vais-tu aller passer 10 heures à faire une vidéo dessus? Ça me tente pas. Je peux faire un post Instagram puis donner mon opinion. Ça va me prendre 15 minutes à faire. Puis ça va être bien correct, puis je vais être bien content. Mais que quelqu'un m'envoie un jeu, je ressens pas l'obligation de le présenter en vidéo parce que de toute façon, j'en reçois beaucoup plus que ce que je suis capable de présenter en vidéo. Ça, c'est notre réalité où ce qu'on est rendu aussi. Là. Big shot! Ouais. Big shot! Ben, tu vois, il y a quelque chose à faire avec ça. Tous ces jeux qui ne sont pas reviewés, peut-être que des gens les aimeraient et aimeraient mettre 10 heures pour faire une vidéo pour le faire. Donc, ça sera... Là-dessus, si je peux me permettre, en fait, je vais faire une transition parce que c'est aussi la raison pour laquelle nous autres, on est 3 personnes à l'école du jeu. Oui, on fait beaucoup de vidéos, je le reconnais. Oui, on en fait énormément. D'un autre côté, c'est que ça nous permet d'avoir un éventail plus large, en fait, de couverture. Puis aussi d'avoir, en fait, des opinions très diversifiées. Même qu'à un moment donné, on commence à avoir nos niches. Puis ça, les gens, à un moment donné, ils vont suivre davantage JP, ils vont suivre davantage Sylvain, ils peuvent me suivre moi davantage. Mais ça fait en sorte qu'ils peuvent naviguer à travers tout ça, trouver aussi un espèce de point de repère, en fait. Ah, ok, ben moi, j'aime les jeux comme Sylvain, par exemple. Maintenant, on pourrait questionner, en fait, la valeur de est-ce que dans le fond, en faire plein de vidéos par semaine, est-ce que ça l'empêche, en fait, les gens de nous écouter, puis ça, je pense pas que c'est le but de notre chaîne. Mais en tout cas, tu sais, puis aussi de l'autre côté de la médaille, je pense que notre, tu sais, ça dépend aussi de l'appellation de la chaîne, si je peux me permettre de le dire comme ça. Tu sais, comme toi, David, je pense que ton but principal avec ta chaîne, c'est vraiment de couvrir l'entièreté des règles versus l'école du jeu qui, pour nous, ça va simplement être de faire une espèce de couverture générale, tu sais, un sommaire des règles. Des fois, on va faire des sessions de jeu en solo, on est assez, on est très éclaté dans ce qu'on présente, tu sais. Puis je pense que, tu sais... C'est ça, exactement.
C'est ça, exactement. Nous autres, on est le cours d'éthique culture religieuse, toi, tu restes le cours de français, tu sais. Fait que nous autres, sauf que nous autres, on a 5 périodes par semaine, tu sais. Mais tout ça pour dire que je pense que d'un côté, vraiment, les appellations de chaque chaîne, de chaque média indépendant, je pense que je vais utiliser davantage ce mot-là d'ailleurs, va faire en sorte qu'on a cette diversité-là, et je pense que c'est correct. Mais je pense que moi, où est-ce que ça commence à me déranger un peu, je pense que je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'ai eu un éditeur qui m'a envoyé un jeu. Puis, moi, écoute, j'étais un peu étonné de recevoir ce jeu-là. J'étais comme, OK, j'ai jamais demandé, bah, tu sais. Puis, je l'ai essayé. Non, mais tu sais, c'était un jeu comme ça. Tu sais, je nommerai pas de nom, puis ça, je veux pas. Décevant. Hey, les gens sont là pour une anecdote croustillante. Ben oui, je le sais, mais on veut des problèmes. mais tu sais, mettons, c'est que j'ai reçu ce jeu-là, puis là, c'est clairement pas mon style. Puis tu sais, clairement, je suis comme... Aïe, ok, tu sais. Mais ça me tente... Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, parce que ça me tentait quand même de faire une vidéo sur ce jeu-là. Puis j'allais pas nécessairement être hyper positif, j'allais pas être négatif, j'allais juste dire, ok, bon, ben, tu sais, c'est un style de jeu très populaire, de dextérité, mais avec une petite twist. Puis, quand j'ai envoyé ça... une petite twist à cette heure. Ouais, c'est ça. Mais là, après ça, quand j'ai envoyé, en fait, cette espèce de critique très, très large, c'est comme en une phrase, voici ce que je vais dire, puis de me faire dire, ouais, finalement, fais pas de vidéo, s'il te plaît, puis je suis comme, ben là, tu sais, pourquoi tu me l'as envoyé, puis je veux dire, au-delà de ça, c'est comme, c'est correct que je dise ça. Mané, c'est comme, crime. Tu sais, jusqu'à quel point que ça peut te faire mal que je dise quelque chose dans ce genre-là? Tu sais, jusqu'à quel point que ça peut être dommageable pour ton jeu. Tu sais, puis c'est ça aussi que je suis en train de réaliser. Je me dis, hey man, on fait une vidéo. Si je veux bâcher ton jeu, puis je veux vraiment trasher ton jeu, comme Tom Vassal peut le faire à des moments incroyables. Il y a des vidéos que littéralement, il est en train d'expliquer les règles, puis il a garoché le jeu, puis après ça, ça a comme tout de suite passé à son final toss de dire, c'est de la grosse merde. Je suis pas en train de faire ça, man. Je suis pas en train de détruire ton jeu, je suis en train de donner mon opinion. Puis à un moment donné, là, cette opinion-là, là, c'est un point de vue. C'est le 50 Shades of the opinion des gamers. Tu sais, c'est comme, regarde, c'est mon angle à moi sur ce jeu-là. C'est tout. Arrêtons de voir ça. Ouais, mais tu mentionnes un point tellement important, c'est que cette situation, cette anecdote-là est tellement représentative de la problématique qu'il peut y avoir en ce moment. Tu reçois un jeu, tu le reçois gratuitement, il te demande de faire une review ou non, tu te dis que tu vas en faire une finalement, et là, au lieu juste de faire ta review, t'envoies qu'est-ce que tu vas dire dans ta review à l'éditeur pour être sûr qu'il est correct avec ça. Fait qu'on est vraiment dans une dynamique de « je te paye même si je te paye pas », pour que tu produises du contenu pour moi. Donc, tu deviens ma machine marketing, tu deviens mon publiciste. Alors que si toi, t'étais allé acheter ce jeu-là, puis que t'avais trouvé que c'était de la grosse merde, puis t'avais fait une vidéo comme ça, le contexte est tellement différent. Je comprends quand même un éditeur. Si l'éditeur dit « check, moi j'envoie mes jeux à tous les créateurs de contenu, j'en envoie à plein, puis ils feront bien qu'est-ce qu'ils veulent avec », c'est une chose. S'il te l'envoie à toi parce qu'il veut ton truc... ben, c'est tricky. Je peux comprendre l'éditeur d'être un peu triste par rapport à ça. JP a une question, d'ailleurs, on va y aller avec ça directement parce qu'elle est passée dans le beurre tantôt. On check pas toujours le chat. Simon, qu'est-ce que tu penses des menaces de poursuite visant des influenceurs qui ont critiqué négativement des jeux reçus gratuitement? Ben, c'est sûr que je vais pas être d'accord avec ça, que je trouve que c'est vraiment du délire. Par contre, ça revient au point juste avant que je peux comprendre qu'il soit pas content à un certain point. Je peux comprendre que le modèle qui est entendu, on est dans le modèle influenceur. Donc, je t'envoie des jeux, si t'aimes ça, t'es critiques, même que j'aimerais ça que tu le critiques, même si t'aimes pas tant ça, parce que la communication et le modèle d'affaires n'est pas clair. La relation entre... En fait, on sait même pas on est qui, nous,
Et l'éditeur est comme, ben vous êtes ma machine de marketing. Nous, on est comme, ben là, on ne veut pas être des influenceurs, on est des créateurs de contenu, mais tu nous envoies des jeux gratuits, puis on te les fait, mais on sait pas qu'est-ce que toi tu t'attends. Maintenant, à partir de maintenant, puis Balado Ludique, on n'est vraiment pas dans cette mode-là. Steve nous narguait un peu tantôt, on n'a pas de commanditaires, on n'a pas de ça. On a des gens qui nous suivent dans le Patreon. Vous êtes les kings, la nation Balado Ludique. On a cherché des partenaires, mais je pense qu'on n'a pas le CV pour, je sais pas. On n'a pas cherché beaucoup. JP parlait, Vincent parlait dans la fois. On sait que c'est beaucoup de travail quand même aller chercher un commanditaire. Pour au final... Qu'est-ce qu'il va faire, ce commanditaire-là? Il va t'envoyer des jeux gratuits qui va s'attendre à ce que tu reviews bien. Donc là, t'es comme un peu... OK, fait que c'est un couteau à double tranchant, d'une certaine façon. Je me fais menotter, j'accepte d'être la machine. Après ça, il n'y a rien de mal à faire de la pub dans ces trucs. Je veux dire, s'il y a une boutique qui te finance, puis toi, tu te dis, ben cette boutique-là, allez-y, allez faire un tour, on est différent. Là, ça, c'est de la publicité, c'est normal aussi de le faire. Je veux pas tout, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Puis tout ça, moi, c'est vraiment pour le niveau du jeu. Si je reçois un jeu gratuitement, ben j'aime bien savoir qu'est-ce que l'éditeur s'attend à ce que j'en fasse. Et c'est vraiment là la question. J'ai reçu d'ailleurs il n'y a pas longtemps Master World du Scorpion Masqué, qui est le nouveau jeu du Scorpion Masqué. Et avec Christian, on se connaît bien. On a parlé, puis moi j'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Tu veux qu'on ouvre, qu'on le review, puis qu'on dise qu'est-ce qu'on pense? Fait que j'ai vraiment été chercher au point où je voulais savoir qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec. Et au final, on s'est entendu sur... Il voulait que je fasse une game avec les gens dans le chat. Dans le chat! Il voulait qu'on fasse une game dans le chat. Très clair, pas besoin de dire d'avis, pas besoin de me commettre. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? C'est pas ça qui est tant important. Je m'amuse en jouant avec les gens dans le chat. Est-ce qu'après ma copie, je l'ai jetée ou je l'ai gardée puis je continue à la jouer? C'est pas ça la question. La question, c'est que j'avais un objectif. J'ai été mandaté par un éditeur pour faire quelque chose. J'ai fait mon travail de média qui était à ce moment-là d'interagir avec le public. Mais Simon. Oui. Tu l'aimes ça? Pardon? Tu l'aimes-tu son jeu? C'est ça la vraie question, là. Ben, ça, c'est une vraie question et c'est pour ça que c'est toujours un peu tricky par rapport à ça. Après ça, tu veux quand même... Puis là, au Québec, c'est différent. Si je reçois un jeu de l'Europe, que je connais pas l'éditeur, mais là, quand tu reçois le jeu de quelqu'un que tu connais bien, que c'est ton ami, c'est toujours un peu tricky. De vraiment, je vous dis, on regarde pas toujours le chat, nous, quand on fait des lives, on n'a pas le temps de voir les questions qui passent, là, ça passe un peu dans le beurre la plupart du temps. Mais tout ça pour dire que plus clair le mandat va être... C'est meilleur que des cryptos. Non. Okay. Non, c'est vraiment pas... Puis ça, c'est vraiment pas pour trasher Master World, mais je veux dire, des cryptos, c'est quand même une catégorie vraiment ultime de jeu, là, c'est vraiment unique. Mais Vincent, pour revenir à un peu ton anecdote tantôt, pour moi, ça revient un peu à cette clarté entre le média et la personne qui fournit le jeu. T'sais. Plus ça va être clair... Sur 10, tu lui donnerais combien à Master World? 8 sur 10. mais tu sais, je comprends ton point, mais en même temps, c'est parce que là, rendu là, c'est que en demande, tu te dis à quoi tu t'attends à un éditeur. Et que là, l'éditeur dit, ben je m'attends à ce que tu fasses ça. Si tu lui dis non, je suis désolé, ça m'intéresse pas, mais tu l'as en main le jeu, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu sais, si tu reçois ce jeu-là spontanément, puis que là, c'est ça, t'envoies un message comme moi j'ai fait, puis que là, finalement, il dit, ben on s'attend à ce que tu fasses une vidéo là-dessus. Ok, mais j'avoue que ça, c'est une approche vraiment bizarre. Là. Je serais prêt à dire à un certain point culotté de la part de cet éditeur d'envoyer des jeux de même sans trop savoir qu'est-ce qui va se passer avec et d'après se pointer puis dire ah ben finalement on veut pas que tu fasses ça. C'est sûr que là il y a un problème quelque part là. Puis tu sais sincèrement j'ai rien contre l'éditeur puis je comprends le but mais tu sais moi là c'est-tu un jeu de pichenotte? Non, c'est pas un jeu de pichenotte. C'était-tu un jeu où on flippe des coins? C'est un jeu, en fait, que tu flippes un 25 cents, si tu le tiens debout, après ça, tu peux le pitcher ses jointures de ton ami. T'as pas aimé ça, ce jeu-là? C'est tellement un bon jeu. Et ça finissait les jointures en sang. Oui, mais tu sais, pour en revenir à ce point-là, moi, c'est parce que ce que je trouve niaiseux là-dedans, Vassal ou Shut Up and Sit Down, maintenant on parle de Shut Up and Sit Down, qui ont 50 000 views
sur leurs vidéos, 50 000 views, sont rendus quasiment à 300 000 abonnés. Et certaines vidéos dépassent le 2 millions de vues. Si Shut Up and Sit Down fait une vidéo sur ton jeu puis dit c'est pas bon, on n'a pas aimé ça, puis que t'es fâché, hey, pour vrai, là, va prendre un Advil, va te coucher, man. Pour vrai, sérieusement, là. Moi, là, tu sais, t'as 50 000 personnes qui voient cette vidéo-là, qui l'écoutent, puis sur 50 000 personnes, c'est impossible que ça trash le jeu. Non, ça donne une visibilité. Ça fait en sorte que ton jeu passe pas en dessous du radar. Dernièrement, là, Matt, il a fait une vidéo sur Cairn. Est-ce que vous connaissez Cairn? Non. C-A-I-R-N. Moi, je l'ai pas vu passer avant Shut Up and Sit Down. Shut Up and Sit Down aurait pu dire ben, j'ai pas aimé ça. Mais moi, s'il commence à l'expliquer, puis il commence à formuler ça, puis à créer une espèce d'idéologie, pis ça, ils ont tranché ils ont pas aimé Wingspan. Ils ont pas aimé Wingspan. Je pense que ça, c'est le meilleur exemple. Ils ont pas aimé Wingspan. Hein? La critique était oui, la critique était excellente et ses points étaient justifiables. Et en disant que c'est justifiable, je suis convaincu que Shut Up and Sit Down a probablement vendu plus de copies que notre vidéo qu'on a sur notre chaîne YouTube à nous de l'école du jeu avec Sylvain qui explique le jeu et qui fait sa critique hyper positive. Désolé, Sylvain. Non, mais c'est pas contre Sylvain. Mais tu sais, c'est parce que c'est comme un moment donné, là, cette fenêtre-là de visibilité, là, faites donc confiance aux gens, un moment donné, faites donc confiance aux gens qui vont. Tu sais, encore une fois, l'exemple qui me revient en tête, Vasco da Gama avec Vassal. Vasco da Gama, c'en est un parmi tellement tant d'autres que Vassal n'a pas aimé, puis pourtant, tout le monde considère comme étant un classique. Puis pourtant, c'est comme, tu sais, je veux dire. Arrêtons de penser que c'est comme ça détruit ton jeu, puis là, ça va annuler des ventes. Ça annulera pas des ventes. Si je présente ton jeu, je fais les règles comme... Comment? Au moins une. Non, même pas. David, il présente les règles. David, il fait les règles, puis après ça, à la fin, il dit « Moi, j'ai vraiment pas aimé. » La personne est assez intelligente. David, il dit pas ça. David, il est futé. David, il explique les règles. Oui, il explique les règles, donc là... Il fait une critique. Non, mais tu sais, c'est parce que... Non, avec une note, oui, mais tu sais, c'est parce que quelqu'un d'intelligent puis de sensé dans la vie va pas juste acheter aveuglément qu'est-ce que, mettons, Tom Vassal dit qui est excellent. On fait ça au début, oui. Mais là, notre communauté est tellement rendue immense, puis les gens commencent vraiment à se faire une tête sur le jeu de société, sur qu'est-ce qu'ils aiment, puis on est vraiment rendu rapide à connaître de plus en plus notre niche que l'on aime dans le jeu de société et qu'est-ce que l'on n'aime pas dans le jeu de société, qu'à un moment donné, tu écoutes une vidéo règle, une vidéo sur les règles, qu'elle soit comme complète ou qu'elle soit sommaire, ben c'est simple. Moi, je vais le savoir tout de suite, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Il y en a beaucoup de personnes comme ça. Puis, à la limite, là, moi, il y a plein de jeux que j'ai fait comme non, man, c'est pas fait. GMT Games, la plupart des jeux de GMT, pendant des années, je les ai snobés. J'ai fait comme non, c'est pas pour moi. Puis là, soudainement, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, je commence vraiment à triper de GMT. Même chose pour Phil Clown, que je me disais Néandertal, t'es-tu malade? Je jouerai jamais à ça. Ça a l'air d'un méchant jeu de fucking malade. Puis c'est devenu un de mes auteurs préférés actuellement. Je veux dire, il y a le problème que tu fasses pas de l'argent ici, là, maintenant. Ton produit est en boutique, comme un livre. Tu sais, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de peintures. Ouais, mais tu sais, je vois un peu ce point-là. Puis tu sais, je l'entends, ce point. Mais au final, ce que j'entends, c'est... Puis tu sais, c'est qu'il y a personne qui t'empêche de dire qu'est-ce que tu penses. Il y a personne qui t'a poursuivi. Fait que c'est un peu ça le discours au final, là. Je veux dire, fais qu'est-ce que tu veux. Sérieusement, moi, quand un éditeur me dit ça, ça m'encourage pratiquement à vouloir faire une vidéo sur lui, tu sais. Mais c'est ça, il n'y a pas cette censure-là. Il y a le fait que toi, tu te dis... Ah ben là, je veux pas créer de conflit, je veux pas me mettre mal. Mais tu peux être sûr que Shut Up and Sit Down, là, quand ils font une vidéo qui trash Wingspan, parce qu'ils ne reçoivent pas des commentaires ou des gens leur disent qu'ils n'ont pas d'allure, puis ils n'ont pas rapport, puis c'est sûr que tu t'exposes. Sauf que c'est ça aussi, puis on revient, mettons, à l'exemple des critiques de cinéma, tout ça, qu'eux sont pas payés par le créateur du film, mais bien par un journal pour critiquer.
au final, même les critiques, ils s'exposent à des conflits. Là, puis là, t'entends toujours des histoires de « j'ai vu telle personne dans un gala, puis j'avais mal critiqué son film, puis là, il m'est revenu. » Puis c'est ça aussi, là, il faut se commettre, et ça revient encore, le plus important, c'est te définir toi. De définir ton angle, ta petite entreprise, elle se définit comme quoi? Est-ce qu'elle se définit comme une machine publicitaire? Ce qui n'est pas plus mal pour autant. Tu peux être une machine publicitaire, présenter les nouveautés, dire un peu ce jeu-là, il est bon pour telle personne, éviter un peu les points négatifs, être payé pour le faire, comme tu peux être un vrai critique qui est complètement acerbe, mais souvent, tu peux pas vouloir les deux. Tu peux pas t'attendre à ce que les éditeurs t'envoient leurs jeux pour que tu les trashes. Dans ma tête, il y a comme le mix entre les deux. Le plus clair cela va être, le mieux ce sera. Là, on se rend compte, on a dépassé la limite. Mais j'ai l'impression aussi là, que on dirait que ça va trop vite. On dirait des fois, on prend pas le temps d'établir cette relation-là de travail avec l'éditeur. Je veux contacter un éditeur, je suis chez nous, j'envoie un courriel. Il va checker ma chaîne. Ah, OK, t'as quasiment 8000 abonnés, tout ça. Ah, OK, ta chaîne est assez grosse. J'essaie de t'envoyer un jeu, puis c'est tout. C'est froid, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'attente, c'est pas clair. Tandis que je vais à Gen Con, je rencontre l'éditeur en personne, on s'assoit, on jase, on y parle de ce qu'on fait, on montre notre vision. Là, il est comme, OK, je trouve ça le fun, hey, j'aimerais ça vous donner 1 ou 2 jeux si ça vous tente de reviewer ça. Tu sais, je trouve que la manière qu'on va faire notre contact média, c'est super important. Puis des fois, on veut juste aller trop vite parce qu'on dirait, hey, on veut ce jeu-là, je veux ce jeu-là gratuit. Ou tu sais, je sais pas, on prend pas le temps de jaser comme il faut. Puis j'ai des super bons exemples de relations que j'ai bâties avec des éditeurs que c'est sûr que les éditeurs francophones ils ont l'avantage qu'ils peuvent écouter nos vidéos pour vrai. Là. Parce qu'on s'entend que je contacte un éditeur américain. Je veux dire, il peut pas savoir qu'est-ce que tu dis. Check mes stats YouTube, puis c'est tout. Là, il a aucune idée de ce que je parle, puis comment je fais mes critiques, puis tout ça. Mais tu sais, moi je pense à Yellow, qui est un gros éditeur en France. Tu sais, j'ai fait beaucoup de jeux de Yellow avant d'avoir un partenariat avec eux autres. Fait que la journée où je les ai contactés, tu sais, le gars de médias, le gars de com, il connaissait mes vidéos, il en avait déjà vu, il en avait déjà partagé ses médias sociaux. Fait que tu sais, il dit, crime, j'aime ça la manière que tu fais tes critiques, puis tout ça. Puis tu sais, finalement, on a bâti une relation de travail ensemble. Tu sais, je veux dire, j'ai donné des C à des jeux de Yellow, des B, des A, puis j'ai jamais eu de problème en disant ta critique est pas assez positive, puis ils ont toujours partagé ces vidéos-là, puis je pense parce qu'ils respectent mon travail, puis c'était clair, mais des fois on dirait qu'on prend pas le temps d'établir ça avec certains éditeurs, on veut que ça aille vite là. Ben c'est très 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 bien fait cette conclusion-là, David. On sait que toi, sûrement que tu es le genre de personne qui prend le temps d'établir bien cette relation, puis c'est gagnant à long terme parce que là, ils donnent une liberté créative parce qu'ils savent que ça va pas être juste gratuit, que c'est pas à cause que tu as un jeu que tu n'as pas aimé que tu vas leur faire perdre des ventes. Et en fait, ça s'est transformé. Bienvenue à ce colloque 2020 sur les médias indépendants de jeux vidéo québécois. On s'est vraiment lancé. J'espère, Vincent, que ta chronique n'est pas trop longue. Pas du tout. Parfait, alors on se lance sans plus tarder, si c'est bon pour vous. À moins qu'il y avait quelqu'un qui avait un petit mot de la fin sur les médias. C'est un sujet qu'on pourrait continuer de réfléchir là-dessus vraiment longtemps parce que c'est très jeune. On est encore en train de se définir, encore en train de voir. Il n'y a pas de regroupement clair, il n'y a pas de façon de faire qui est claire. On n'a même pas le terme, on ne sait même pas exactement. Je vais quand même pousser pour les médias indépendants du jeu de société québécois. Moi, je dis que pour conclure cette discussion-là, on devrait reporter ça à la saison prochaine en invitant JP Doyon. Ouh, oui. JP Doyon, ben oui, on a souvent voulu l'avoir à Balado Ludique. Il a toujours refusé nos invitations. Mais là, peut-être qu'à la Grande Messe, ça serait correct. Hein? La Grande Messe et Pokégame. On se prépare ça pour la saison prochaine. Donc, on va le laisser répondre dans le chat. Et sur ce, on part la chronique de Vincent. Autoproclamé le Gandhi du jeu et prétend que les jeux nous apprennent plein de choses. Monsieur Vincent. J'ai appris à lire grâce à Scrabble, à compter grâce à Destin, les combos grâce à Skip-Bo. XY c'était bataille navale, Iris mon contrôle mental, coordination Twister, ma dextérité Jenga, les échanges Monopoly,
et puis clou pour la logique. Mais ce n'est pas tout. Non, 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 non. Selon le système ESSOR, les jeux développent les compétences. Plus de 120 compétences, plus de 120 compétences. Les jeux nous apprennent tout plein de choses. Les jeux nous apprennent tout plein de choses. Oh yeah! Alors attention. Attention. Oh oh oh, professeur! Il y a de la compétition avec les lunettes ce soir? Oui. Alors, en fait, je vous pose une question dès maintenant. Messieurs, est-ce que vous pourriez me raconter en 30 secondes, chacun votre tour, on va y aller par nom, par prénom, donc en ordre alphabétique. Donc, David, Simon et Steve, me raconter en 30 secondes l'histoire du dernier jeu que vous avez joué. Qu'est-ce qui s'est passé autour de la table? Qu'est-ce qui s'est passé de façon thématique autour de ce jeu-là? Ok, c'était quoi l'ordre, excuse? David, Simon et Steve. Parfait. Je commence par David. Ok, on est allé en Chine dans un temple bouddhiste et on voulait faire les 7 épreuves. Donc, on est allé cogner au temple pour aller parler au grand maître du temple. Puis il était pas là. Donc, on a dû résoudre les 7 énigmes pour pouvoir faire les 7 épreuves. C'est un unlock, le dernier jeu que j'ai joué. Ok. Parfait. Simon, en 30 secondes, j'aimerais que tu me racontes l'histoire qui s'est vécue autour de la table avec ton dernier jeu. Oui, ben en fait, bien entendu, on était en Alabama dans les années 1800, construction du réseau ferroviaire de l'Alabama et de la grosse magouille, de la grosse discussion autour du fait de qui allait posséder quelle entreprise ferroviaire, de l'enculage, des négociations, des insultes lancées d'à tout vent et de la manipulation psychologique sans vergogne. Tout ça pour construire un réseau ferroviaire au cœur de l'Alabama en 1800 quelque chose. Merci beaucoup. Donc ça, j'imagine c'est un 18XX que tu as joué, c'est ça? Exact, 18AL. Parfait. Et finalement, pour conclure, Steve, en 30 secondes, l'histoire qui s'est passée dans ton board game. Nous, il a fallu faire des chemins pour s'en dans différentes directions car il y avait des attaques de météorites, des volcans qui explosaient de partout. Il a fallu prendre des chemins des fois ferroviaires. Il fallait s'adapter au jeu. Un gros jeu de Simon, tu sais. Oh, ok. C'était quoi le jeu? Railroad Inc. Un petit roll and ride dancing. Malade. Maintenant, les gars, qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que tout ce que vous venez de dire, c'est pas le jeu qui le raconte, mais bien vous? Je serais bien d'accord avec toi, en tout cas. Il y a environ 3 ans, je pense, Christian Tremblay, on va parler encore de Christian. Christian Lemay, excuse-moi. Le poète propriétaire, du jeu. Exactement. Christian Lemay, propriétaire du Scorpion Masqué, a dit, puis ça m'a beaucoup marqué, il m'a dit, le jeu ne raconte pas d'histoire. Ah, le salaud! Non, mais c'est pas vrai que dans Agricola, tu vas traire des vaches, tu vas prendre soin de tes animaux, pis ça. Ce sont les joueurs qui créent cette anecdote-là, cette histoire-là. Et j'aimerais en fait vous amener à réfléchir à quelque chose que le jeu nous enseigne de façon complètement indirecte et de façon complètement inconsciente, qui est le potentiel de le potentiel créateur de notre imaginaire. Dans le jeu de société, une des choses qui m'a fait flabbergaster, qui m'a fait capoter, c'est à quel point le jeu nous permet d'entrer dans un univers complètement imaginaire qui n'existe pas et qui, autour de la table, au final, on s'installe. On écoute les autres, on écoute la personne qui nous explique les règles, et c'est un contrat social, comme Simon aime bien le dire, sur des règles, des normes que l'on décide de faire, une nomenclature législative, et on commence à jouer. Et là, soudainement, tout ça commence à prendre vie, et là, on est capable de pouvoir
créer une histoire à partir de quelque chose de super anodin. On retombe en enfance, on retombe dans une mentalité que l'on a perdue à travers les années. Celle de l'enfant qui, à partir de rien, se crée une histoire extraordinaire avec ses amis. Et pour moi, je trouve que le jeu de société vient en fait nous enseigner que ce potentiel créateur-là est toujours inné en nous et qu'il suffit juste d'un espèce de un petit kick, un petit boost, une petite affaire, un petit déclic pour nous faire revivre tout ça. Et ce potentiel-là a permis de créer énormément autour du jeu de société. On a décidé, à un moment donné, les quatre, on a tous décidé à un moment donné, de créer un média indépendant. Si on n'avait pas eu le jeu de société, on n'aurait pas eu directement l'opportunité d'apprendre à se faire confiance, à créer quelque chose par nous-mêmes et de développer cette chose-là. Et par la suite, via notre imaginaire, via notre conception du jeu, on a réussi à créer des choses qui sont entièrement différentes, malgré le fait qu'on a toute une perspective de médias indépendants. Le jeu de société nous enseigne un potentiel, notre créateur potentiel dans l'imaginaire aussi grâce au fait qu'on peut se plonger dans une histoire et l'imager complètement. Et là, je vais faire une petite anecdote, une espèce de critique péjorative par rapport à certains jeux qui, pour moi, viennent m'enlever l'espèce de... le petit goût, l'espèce d'envie de m'imaginer des choses. On parlait, tantôt, Sophie de Mixed Deal parle de Tainted Grail. Et moi, ma plus grande critique de Tainted Grail a été que j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses qui étaient dites. Il y avait trop d'affaires qui étaient inscrites mot pour mot et qui m'empêchaient de imaginer la situation. Et ça, je préfère la même critique pour des jeux comme Rising Sun, qui a une pléthore de figurines, mais qui m'empêche de voir le fameux dragon ou le fameux Godzilla qui sort des eaux. Je le sais que c'est pas son vrai nom, je le sais que j'utilise une marque de commerce, un trademark, mais c'est juste pour expliquer que moi, j'aurais eu envie peut-être d'avoir juste un petit jeton de rien du tout, puis que mon imaginaire fasse le reste. Et ça, je trouve que de plus en plus, on l'impose dans le jeu de société, mais que dans le jeu de société en général, on n'a pas besoin de le faire. On prend juste l'exemple d'un maître de jeu Donjon Dragon. Pierre-Louis, ce gars-là a un potentiel créateur pour inventer des situations incroyables dans une game de Donjon Dragon. Il te fait vivre tout juste à l'aide de quelques petites phrases, puis ton imaginaire fait le reste. Toute ton imagination, tu commences à créer tous ces lieux-là de façon naturelle. Et ça, on pourrait le mentionner pour plein d'autres jeux qui nous amènent à tout simplement utiliser notre imagination. Et tout ça nous amène au final à certains d'entre nous de créer des jeux de société. Qui aurait cru qu'une personne, un jour, comme vous, comme moi, pourrait avoir une idée de créer un jeu de société? Qui aurait pu croire qu'on est capable, à un point dans notre vie, de créer une nomenclature législative autour de dés, de pions, des chips de carton, et le tout, on est capable de créer ça par le fait même de notre imagination. Et c'est pour ça que le jeu de société nous enseigne grandement sur le potentiel créateur de notre imagination. Je pense que pour moi, le jeu de société n'a jamais été aussi ça n'a jamais été aussi grandiose dans ma vie que lorsque j'ai vraiment découvert à quel point que je sors d'une game, d'un jeu avec des cubes, puis qu'on fait des échanges autour d'une table, puis que j'ai une espèce de grosse feuille weird qui me dit ça, c'est ton pouvoir spécial, puis que là, on est autour de la table, on commence à se crier après pour s'échanger des cubes en bois
Puis que là, finalement, on fasse comme, man, on a vécu quelque chose, puis là, on est capable complètement de créer, de dire, ouais, ma faction, elle a vécu telle chose avec toi, j'ai pu créer telle affaire, puis tout ça. Et finalement, ce jeu-là, ben, il possède un nom, c'est Sidereal Confluence. Et finalement, ce jeu-là possède un nom, c'est Cosmic Encounter, c'est War of the Rings, c'est tous ces jeux-là qui appellent à l'imaginaire, qui appellent au créatif, et qui, au final, nous permet de vivre de quoi d'extraordinaire juste à partir de qu'est-ce qu'il y a autour de la table. Puis moi, j'encouragerais, en fait, pour terminer, les gens à découvrir, à voir à quel point que le jeu de société nous enseigne de façon complètement inconsciente, de façon indirecte, à quel point qu'on est capable de créer des histoires, de créer quelque chose via le jeu de société, que ce soit en fait des relations, que ce soit des anecdotes, que ce soit un jeu de société, que ce soit des médias, peu importe qu'est-ce que c'est, l'imagination que le jeu de société nous amène, nous ramène au moment de notre enfance quand on était capable de se dire « Hey, avec un saut de sable, je vais créer un château, puis il va y avoir des dragons qui vont venir, puis ils vont tout le détruire, mais c'est pas grave parce que pendant un instant, j'ai pu construire un château, puis j'ai pu vivre quelque chose d'extraordinaire grâce à mon imagination. » Donc le jeu de société nous enseigne le potentiel créateur de notre imaginaire. Ben, il y a Fog of Love dans la même veine, que ça, c'est vraiment juste, écoute, c'est un... tu sais, tu veux écrire un truc à la manière de... comment il s'appelle? Allen, là, le réalisateur. Woody Allen. Ouais, Woody Allen, merci. Tu veux créer un scénario à la manière de Woody Allen, Fog of Love, c'est l'outil idéal. Mais moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué, là, c'est This War of Mine, où est-ce que tu es capable de créer, en fait, cette histoire-là juste autour de quelque chose de bien générique, c'est-à-dire c'est un professeur de maths. Puis il est pogné avec il est pris avec, par exemple, je sais pas moi, un mannequin. Puis là, les deux doivent survivre à travers toute ça. Puis les histoires sont tellement prenantes, puis c'est tellement bien écrit que tu te perds là-dedans, là, tu sais. Enfin bref, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça, mais vas-y, Simon. Oui, ben en fait, je voulais plutôt conclure, on va laisser la parole à Prof là-dessus s'il y a quelque chose à dire aussi, bien entendu, mais avec la notion, et c'est une notion qui est très connue, mais c'est la notion de cercle magique. Et pour moi, qu'est-ce que tu parles là c'est une notion d'ailleurs que tout le monde voudrait probablement se familiariser avec ça, c'est que dès qu'on ouvre un jeu sur une table, on crée autour de nous un cercle magique. J'en parlais dans le dernier épisode et je disais d'ailleurs de revenir, de reconnecter avec ce cercle magique-là va nous permettre de redevenir l'homo ludens, donc l'homme ludique, plutôt que l'homme de consommation que nous sommes. Donc c'est ça, inventer des histoires, c'est toujours gagnant. Prof, toi t'en penses quoi de cette narration autour des jeux qui est comme plus ou moins basée sur le groupe avec lequel tu joues? Moi, avant de jouer à des jeux de société comme un malade, je viens du background du jeu de rôle. Fait que tu connais ça. J'ai joué beaucoup à D&D quand j'étais jeune, Vampire, Werewolf, Shadowrun. J'ai même fait des GN dans mon adolescence. Donc, le côté narratif, le côté roleplay qu'on peut embarquer dans un jeu de société, j'ai encore beaucoup des amis avec qui je joue à des board games aujourd'hui. C'est les gens avec qui j'ai joué à des RPG il y a 20 ans. Fait que c'est sûr que c'est des choses qui nous allument d'avoir ce petit côté-là narratif qui embarque, les parties qu'on se raconte ou les campagnes de jeux comme Imperial Assault qu'on a joué. On se souvient de certaines games, on se souvient de notre finale contre Darth Vader dans la première campagne. On se souvient vraiment de moments vraiment épiques qu'on a vécu. Puis c'est clair que ça vient de notre background de rôliste, le fait de pouvoir retrouver ça dans les jeux de société, mais c'est toujours ce qui va nous rester en mémoire le plus longtemps, je pense. Ouais, ben effectivement, c'est les histoires qui restent. Les parties partent, mais les histoires restent. C'est ça le dicton, non? Ben en fait, on a réussi à gâcher un parfait concept de la grande messe. 1 heure, 4 dimanches de suite, on est rendu à 2. On s'approche, on prend vraiment les plis de balado ludique après 2 saisons. Mais inquiétez-vous pas, la 3e saison va être en force. On va présenter tout le monde et on se dit bye par la suite. On est avec David, justement. Hey David, merci beaucoup. 2 participations à la grande messe et bien entendu, tu étais là à la première. Qu'est-ce que Prof Board Game nous réserve? Est-ce que s'il y a une grande messe 3, tu vas être là? Laisse-nous savoir. Toujours un plaisir de venir à la grande messe. C'est un super concept. Simon,
sais que je suis un grand fervent des collaborations Effectivement. entre médias indépendants. D'ailleurs, les coups de cœur à chaque mois, c'est une fierté de pouvoir présenter ce Très cool, très beau projet d'ailleurs. Avec vous autres puis d'autres médias. Au chalet, j'ai joué pas mal à des jeux d'escape room. On a fait un unlock, un exit, et on a fait les 2 scénarios de Mystery House. Oh! Donc, je vais préparer une vidéo sur Mystery House dans les prochains jours pour présenter ça. Super! Ben, on a bien hâte. Comme toujours, vous trouvez les liens vers les chaînes et tout ça de nos collaborateurs sur le côté. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dedans. On va ensuite aller avec Steve du Temple du Meeple. Steve, merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que tu as travaillé très fort sur ton dossier des influenceurs. Tu as fait des recherches, tu as fait un vrai travail journalistique. Good job. Ouais, c'était le fun. Mes premières collaborations, je commence, je fais des présentations de top 5 des semaines. J'ai recommencé ça cette semaine avec des top 5, justement, des vidéos YouTube qu'on retrouve sur Internet. Si vous les avez regardées, vous auriez vu que Tom Vassell aurait parlé de Turns. Un petit bout avant Shut Up and Sit Down. Mais justement, je présente des belles affaires. Fait que j'apprends et j'aime bien ça, justement, parler de jeu, la passion que j'adore comme vous tous. Très cool. D'ailleurs, mini question sur ton projet, parce que tu fais des top 5 des vidéos YouTube de la semaine. Est-ce que tu t'es déjà fait des ennemis jusqu'à maintenant? Non. Des gens qui t'ont écrit, moi, comment ça, je suis pas dans ton top 5? Moi, j'ai fait une bonne vidéo. Ce mois-ci, ma vidéo était bien plus cool que celle de l'autre. Puis... Pas encore, parce que personne ne me regarde quasiment. Ça commence tranquillement pas vite. On commence tout comme ça. Je m'attendais à ça. Là. Mais justement, j'ai pris des contacts avec plusieurs personnes, demandé des conseils à Vince, à JP, à toi Simon, à David beaucoup. Justement. Fait que ça évolue tranquillement pas vite. Je suis conscient que ça va grossir un petit peu. C'est un concept que la collaboration est bien importante, justement. Oui, effectivement. D'ailleurs, ça me donne envie de faire une vidéo par semaine qui est vraiment intense. 3 minutes où je crie dans la rue pour qu'elle soit dans le top tout le temps. On va essayer d'arranger quelque chose par rapport à ça. Et merci beaucoup, Steve, d'avoir été là. Et allez le suivre, justement. C'est des résumés quand même intéressants parce qu'en 10-15 minutes, tu as vu les seules 5 choses qui valaient la peine d'être vues cette semaine. On continue maintenant. Hey, Vince de l'école du jeu, toujours un plaisir. Je sais que quand t'es là, on va buster. Je savais juste pas à quel point. Donc, merci d'avoir été là. Deuxième participation, t'étais là la première fois. Est-ce que tu vas être là par la suite? Qu'est-ce que tu nous prépares? C'est quoi les prochaines étapes? Dis-nous ça, Vince. Ben, moi, c'est sûr que oui, je vais être de retour à la Grande Messe et je crois que je vais continuer en fait sur cette lancée-là sur qu'est-ce que le jeu de société nous enseigne. J'aimerais ça y aller de façon un peu plus, tu sais, comme là j'ai parlé de l'imaginaire, j'aimerais ça aller un peu plus dans des choses plus indirectes que le jeu de société nous enseigne, non pas sur des des matières ou quelque chose d'académique, mais vraiment sur des principes généraux que le jeu de société nous enseigne. Peut-être aussi, qui sait, sur les grands mythes du jeu de société, comme le hasard, les dés. Hein? Qu'est-ce que le grand hasard des dés, puis ça. J'aimerais peut-être ça m'en aller vers ça, fait qu'être le Mythbuster de la Grande Messe. Autrement, avec la chaîne, moi je continue en fait mon travail. Là, présentement, je suis en train de finaliser la vidéo sur les grands auteurs avec Antoine Beauzard. Est-ce que j'aurais dit l'auteur en question? Ben oui, exactement. Oh, spoiler! Autrement... Autrement, ben c'est ça. Hein, on continue avec les différents jeux et je pense que ma conclusion de ce soir serait de dire que chaque partie et chaque jeu est toujours une histoire à raconter. Wow! C'est beau. Ça, c'est quotable. C'est quotable. C'est parfait. Ben, tout le monde, c'était déjà la dernière de la grande... On a comme fait deux pour un, parce que c'était la dernière. On se sentait mal que ça finisse aussi vite. Alors, encore une fois, je vous remets les liens vers les chaînes de nos invités. Balado Ludique, c'est un projet 100% bénévole. Les seuls gens qui nous financent, c'est vous.
grâce à Twitch, mais surtout à la nation Patreon, 2$ par mois. On fait pas souvent de promo, mais là, JF m'a appelé, il m'a dit « Chris, t'as fait 100 live pendant le confinement, t'as pas mentionné le Patreon une fois. » Ok, ouais, donc Patreon, si vous êtes intéressé, bien entendu, hein, pas de pression. J'en profite pour vous dire, c'est la dernière de Balado Ludique, mais on continue les dimanches soirs. Les dimanches soirs, prochain dimanche, premier dimanche du mois, on teste des protos d'auteurs d'ici et on lance le dimanche suivant notre nouveau projet, notre nouveau petit bébé. Et je dis notre, je dis mon nouveau petit projet, mon nouveau petit bébé. Je suis solo, je le ferai pas au on. Oui, ça va être en collaboration avec Balado Ludique et d'autres collaborateurs extérieurs, collaboratrices, mais ça vient pas d'une initiative de groupe, ça vient vraiment juste de mon désir de faire, je sais même pas comment on peut appeler ça, une émission sur Twitch où on va couvrir l'actualité ludique. Ça va durer 1 heure, une vraie heure cette fois-ci. Ça va être les dimanches soirs, à peu près à la même heure que la Grande Messe. Et ça promet d'être assez spécial. On s'en va dans quelque chose de très éclaté avec ça. Donc, je vous invite à regarder ça dans 2 dimanches. Ça va commencer. Ça va être des petites saisons de 4 épisodes, encore une fois. Ça va s'appeler Labo Ludique. Ouais, c'est pas si original comme nom, mais j'étais bien content quand j'ai trouvé ça. Labo ludique, laboratoire ludique. On va aller voir plein de choses, plein d'affaires. On va parler à du monde, on va aller voir des sites web, on va regarder de l'actualité, on va jouer des jeux. Tout ça en 1 heure bien condensée. Sinon, n'hésitez pas à continuer la conversation sur Discord. Il y a toujours des gens qui viennent après le podcast qui continuent à parler sur Discord. Donc ça, toujours bien intéressant. Et c'est la fin de la Grande Messe. Je vous remercie beaucoup, énormément d'avoir été là depuis le début, d'avoir suivi, effectivement. Et on va raider Elvino Movie. Elvino Movie, c'est un génie de Twitch et c'est mon inspiration principale pour Labo Ludique. Alors, si vous voulez avoir un petit avant-goût, ça va vous donner une idée. Regardez-le 5 minutes au moins, donnez-y un peu d'amour. Il travaille tellement fort, c'est un génie de Twitch. Alors, sur ce, je vous dis Amen.